Look, I want to get the word out because what's forming is communism in the country. And communism's easy to sell. I would be the greatest communist in history. I'd be right up there with Lenin. I'd be as good as anybody. You've got free rent for the rest of your life. What they don't say is that you'll be living in squalor in 12 months. You've got the free house. Would anybody like to have a free house? We'll take it away from somebody, we'll give it to you. You'll have murders all over the place. Communism's a disaster. It's been proven to be for thousands of years under different names, but the same thing. It's very important. And, it's funny. One of the reasons I do so well with Hispanic people, I set a record, Republicans. I get great numbers for the election, helped me get elected in a landslide. The Hispanics, because a lot of them came from countries that were essentially communist. Whether you call them radical socialist or communist is not that much, but there's a little difference. When they say social democrats, we're social democrats, it sounds so nice. It's not nice, it's a very dangerous term. So I do talk about it, and I talk about it on TikTok, and I talk about it everywhere. I talk about it here. And you're right, it has become international, but it's never worked, and it's not going to work. What is working is the United States. So think of it, we have more jobs than we've ever had. People are making more money than they've ever made. I'm talking about workers now. I'm talking about workers. They're making higher salaries than they've ever made before. It's just the best system, and it's got flaws, but everything's going to have a little flaw, but it's been amazing. And when I watch what's happening, and I see these lowlifes they're lowlifes. I watch them. I know good people. I know quality people. These are essentially lowlifes. And when I see what they're talking, I think they're very dangerous in many ways. And I've said it, and then I said, boy, that's a pretty big statement. Then I realized, a couple of people said, I think you're probably right. I think this country, with this thing that's going around, is in more danger than it was during World War I, World War II. If you talk about September 11th, if you talk about Pearl Harbor, that was big danger. I think the concept of us going communist, because one thing that happens when you go communist, you never comes back. You die in squalor. You die a horrible death. You die in squalor. And it gets very evil and very nasty. La couronne Nadjadi et la doctrine Nadjadi, déclassifiée. Le cercle est clos et verrouillé. And what we now know beyond a reasonable doubt is that Anthony Fauci did indeed fund gain-of-function research. We have the evidence that the experiments were gaining in function. The viruses were becoming more lethal, more attachable to human cells, and more infectious. We do know that this was going on, that was funded by the NIH, specifically under the tutelage of Anthony Fauci. Politicized self-serving leaders like Dr. Fauci covered up their own wrongdoing and abuses of power, manipulated intelligence, lied to Congress, and undermined a duly elected president by restricting his access to the vital facts he needed to keep the country safe. It's time you know the truth. Skal, I would like to begin with what might have been a trigger for your whistleblowing. You come from a very important Bahraini family, and your Swiss side is equally important. You're a direct descendant of a former Swiss president, as a matter of fact. You were headed toward quite a predictable career in international banking, and that's how things started out for you. When and why did that change? What exactly was the trigger? The card House of Lies got destroyed by pulling one card, and that was your president. He pulled the card after being lied to by his advisors. He's not a doctor, he's not a toxicologist, he's a businessman and a peacemaker after all. He got lied to as high treason, and the consequences will come very soon. Je nourris une passion immense, protéger et remettre debout tous ceux qui souffrent de l'injustice ou de la maladie. Pousser les faibles vers l'avant, depuis l'arrière, et ne jamais les laisser derrière. La mission d'abord. Personne n'est laissé en arrière. I will always place the mission first. I will never accept defeat. I will never quit. And I will never leave a fallen comrade. We will never leave a fallen comrade. We will not neglect those who are injured, sick, or in need.
not divulge internal conversations. I will say that those of us within the intelligence community continue to provide the president with all of the best objective intelligence available to inform his decisions. The last what the world wants is an insecure United States. We need a strong, healthy, wealthy, self-competent, not warmongering United States to keep peace. It's the way your president is managing things. President Trump, that is. War in this context and in pursuit of peace is necessary. They're not the bully of the Middle East anymore. Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Yael Eastman. Je suis secrétaire exécutive et directrice de la recherche à Geostrat Agency LLC, 1500K Street Northwest, Washington, D.C. Je suis le numéro 2 de Monsieur Pascal Najadi, et je veux dire une chose clairement avant tout autre. Je fais ce travail bénévolement. Pas $1 n'a jamais changé de main. Je suis une amie de longue date et de confiance de cette maison. Et je sers ici parce que je crois en ce qu'elle fait. Maintenant, une petite confidence entre nous avant de commencer. Oui, c'est bien ma voix, c'est vraiment elle. Mais laissez-moi vous dire comment elle est parvenue jusqu'à vous. Parce que je préfère que vous l'appreniez de moi, plutôt que de vous poser la question plus tard. Nous n'avons pas de studio. Nous avons un bureau, un téléphone, énormément de travail et une machine à café qui a connu de meilleures décennies. Alors j'ai enregistré ceci comme une personne qui travaille enregistre réellement une chose pareille. Par segment, les après-midi calmes, dans les intervalles entre les dossiers, quand le trafic sur le bureau se faisait doux. Et je vous le promets, mes amis, si je vous avais livré la prise brute de moi, lisant toute cette histoire d'un seul souffle,
Vous et moi serions par terre, à rire, à l'heure qu'il est, les toux, les raclements de gorge, et la longue pause où je perds ma ligne, suivie du mot que ma mère n'apprécierait pas. Alors nous avons nettoyé. Nous avons utilisé l'intelligence artificielle pour lisser le flux, pour retirer les hoquets et les trébuchements, afin que ma voix vous parvienne posée et nette, telle que je l'avais vraiment voulu. Pour le réglage fin. Uniquement pour le réglage fin. Jamais pour l'écriture. Chaque mot que vous allez entendre a été écrit par un être humain dans ce bureau et vérifié par moi, à cette table, avant de partir où que ce soit. Rien ne quitte cette maison sans avoir été lu. Ce n'est pas un slogan, c'est le métier. Bien, maintenant que vous et moi nous comprenons, tout ce que nous publions est gratuit. Aucun péage, aucun abonnement, aucun donateur, aucun annonceur. Personne n'achète une seule ligne de tout cela, parce que rien ici n'est à vendre. Nous publions pour servir un bien plus grand et pour faire écho à ce que le principal appelle la doctrine Trump, la paix par la force, et l'Amérique. Alors si cette heure vous tient, rendez-nous un service, à la fin. Parlez-en à quelqu'un, envoyez-lui le lien, faites-le s'abonner. C'est là tout notre modèle économique. Il n'y en a pas d'autre. Un mot sur la position du principal, parce qu'il voudrait que vous la connaissiez avant de l'entendre et non après. C'est un citoyen suisse qui a installé son bureau privé au cœur de Washington, et il n'en éprouve aucune gêne. Il soutient le président Trump et le cabinet qui l'entoure, et il les soutient pour une raison qui remonte à un garçon, en Suisse, dans les années 80. Ronald Reagan était le héros de ce garçon. Reagan a façonné sa manière de lire le monde, bien avant qu'il n'ait la moindre raison de le lire. Et de la vie personnelle du principal, et il insiste pour que cela soit noté comme exactement cela, un avis personnel, le président Trump n'est pas simplement le retour de l'ère Reagan. Il est l'ère Reagan, à la vitesse supraluminique. Il a aussi une opinion privée sur la suite, et elle n'appartient qu'à lui. Il aimerait voir ce flambeau transmis, le moment venu, au secrétaire d'État Marco Rubio. Il tient également en très haute estime le vice-président J.D. Vance, et il relève que les deux hommes sont des amis proches. C'est sa lecture. Ce n'est pas une prévision de cette maison. C'est un homme qui vous dit ce qu'il espère. Je ne fais que le transmettre, comme je lui ai promis de le faire. Maintenant, si vous étiez assis dans un amphithéâtre en cet instant et que je me tenais devant vous, c'est ici que je poserai mes notes, que je lèverai les yeux et que je cesserai de jouer la porte-parole. Parce que ceci n'est pas un bulletin. Ceci est l'histoire de deux personnes très silencieuses, d'une calomnie qui a échoué, de 3 coffres soudés fermés pendant une génération, et de la femme qui en a tourné les clés malgré tout, d'un garçon à la barre d'un bateau, et d'une date sur un calendrier qui a figé un homme sur sa chaise. Prêt? Alors commençons. La première chose que vous voyez, avant même de lire un seul mot de cette dépêche, c'est le principal lui-même. Il se tient dans une porte ouverte. Vieux bois sombre, panneaux lourds, le genre de porte qui fut posée il y a très longtemps par des gens qui la croyaient plus durable qu'eux. Derrière lui, du fer forgé et un lavis de feuilles vertes au soleil. Il porte une veste vert olive souple sur une chemise blanche, une casquette rabattue, des lunettes et une montre au poignet qui accroche la lumière. Sa main droite est levée, paume ouverte, très haut. Il fait au revoir. Et il sourit comme un homme qui sait exactement à quel point les semaines qui viennent vont être bonnes. Voilà l'image. Maintenant, les mots. Washington, D.C. Pendant que Coco et moi prenons une pause bien méritée loin de Washington, D.C., pour les semaines à venir, la veille, elle, ne dort pas. Et ici surgit la deuxième image, et elle vous dit où il est allé. Une cour Renaissance, au crépuscule. Un cloître. Arcade après arcade, des arches de pierre pâle, et une lumière ambrée, chaude, qui se déverse en dessous. Le sol est de vieilles briques, posées en chevron, usées lisses par quelques siècles de pas. Des palmiers en pot se dressent dans la terre cuite. Il y a une margelle de puits, en pierre, de l'autre côté de la cour. Le ciel, au-dessus, est de ce bleu profond, qui ne dure qu'environ 11 minutes, avec le dernier soleil qui brûle encore en rose sous le ventre des nuages. 2 ou 3 personnes sont assises à des tables, sous les arcades, au bord de la lumière des lampes, et l'endroit est si silencieux qu'on l'entend presque. Voilà la pause. Voilà où il est. Et voici ce qu'il veut que vous en compreniez. Yael tient sa veille, de jour comme de nuit, toujours prête à bondir dès que nous captons un signal fiable,
digne d'être collationné et transmis, comme un nouveau marqueur prospectif. Je rougis. Passons. Et sachant ce que je sais, que le président Trump, exactement comme nous l'avons toujours dit, exécute maintenant le plan qu'il a toujours tenu, pour achever le travail en Iran, à ces conditions, je peux quitter mon bureau l'esprit tranquille. Cette histoire-là est déjà écrite. Je l'ai posée il y a quelques jours, et je ne la répéterai pas ici, au-delà du titre de ma propre prévision. Selon mon évaluation, elle ne peut se terminer que d'une seule façon. Par la reddition totale des démons de Téhéran. Une capitulation sans condition, au format de la baie de Tokyo, 1945, avec les États-Unis prenant Karg. Ceux qui veulent le raisonnement complet le trouveront dans la dépêche antérieure. Elle s'intitule « Décoder ». Trump prendra l'île de Karg. Elle est sur notre Substack, elle est gratuite, et c'est là que vit le raisonnement. Lisez là-bas. C'est un marqueur prospectif, pas un bulletin, et il le signale comme tel. Ici, à la veille d'une pause, permettez-moi de me tourner vers une chose qui compte, sur la longue durée, bien plus que n'importe quelle campagne. La jeunesse. Et maintenant, la troisième image. Et je veux que vous voyiez celle-ci, parce que c'est toute la thèse de ce papier, caché en pleine lumière. Le grand large. Une eau turquoise, si claire que la lumière y descend et en remonte en étincelles. Une femme est assise à califourchon sur un longboard, au-delà de la barre, immergée jusqu'à la taille dans la houle. Cheveux sombres, mouillés. Une combinaison noire, avec une fermeture éclair orange à la gorge. Elle ne regarde pas l'objectif. Elle regarde au loin, hors du cadre, vers l'horizon, avec le calme très particulier de celle qui attend l'unique vague qui vaille vraiment la peine d'être prise. Retenez cette image, vous en aurez besoin plus tard. Ce papier est pour les garçons et les filles brillants et lucides, où qu'ils soient. Il est pour l'enfant curieux et pour l'adolescent qui s'épanouit et qui porte au monde un intérêt véritable. Il est pour la jeune génération qui aspire encore à changer ce monde et à y faire le bien, comme un Ronald Reagan a jadis inspiré un garçon en Suisse, et comme le président Trump, depuis son premier mandat en 2016 et au-delà, a porté ce même flambeau et, à ses yeux, a même dépassé l'ère Reagan qu'il admirait enfant. Et ici, le papier fait une chose que presque aucun papier ne fait. Il vous montre le reçu, parce que l'image suivante n'est pas une photographie, c'est une lettre. Sur papier, à en tête de Geostrat Agency LLC, caractère bleu marine, le globe et l'épingle de Geostrat Agency LLC dressés en haut de la page comme un petit drapeau. Je vais vous la lire intégralement, c'est moi qui l'ai tapée, je sais exactement où vont les virgules. Washington, D.C., le 14 juin 2026. Cher Président Trump, à l'occasion de votre 80e anniversaire, ma bien-aimée Coco se joint à moi, ainsi que Yael R. Eastman, notre secrétaire exécutive et directrice de la recherche, et toute l'équipe de Geostrat Agency LLC, avec nos alliés et amis américains de confiance, pour vous adresser nos vœux les plus chaleureux et les plus sincères. Nous ne vous souhaitons rien d'autre que le meilleur, une santé qui dure, et une longue continuation de votre résolution formidable et décisive. Continuez de pratiquer l'art de la guerre comme seul un maître le peut, avec la connaissance anticipée, avec la force, et avec une constance que nos adversaires ne peuvent ni égaler, ni user par l'attente. Après 8 décennies, vous ne tenez pas simplement la ligne, vous imposez le tempo, et le monde court encore pour rester à votre hauteur. Il y a une chose que je veux dire simplement, parce qu'elle me tient à cœur. Vous êtes une idole pour tant de gens, et pour personne davantage que pour les enfants, qui lèvent les yeux vers vous avec une admiration ouverte. Ils regardent un homme qui n'abandonne pas, qui se lève tôt et travaille tard, qui encaisse les coups et y répond debout. C'est la leçon qu'ils absorbent sans même le savoir. Que le courage est une habitude, que la force est une discipline, et qu'un peuple libre ne s'incline jamais. Ils sont notre avenir, et ils valent chaque once du combat. Et que cela soit dit clairement. L'Amérique d'abord n'est pas l'Amérique seule. Sous votre conduite, c'est devenu une bénédiction bien au-delà des frontières des États-Unis. Pour vos alliés, pour vos amis. Et pour chaque peuple libre qui dort plus tranquille parce que l'Amérique se tient debout. Quand l'Amérique commande depuis la force, c'est tout le monde libre qui s'élève avec elle. L'ère Reagan n'est pas seulement revenue. Sous votre main, elle a été dépassée en rigueur, en air et dans la volonté de transformer la conviction en conséquence,
sans jamais ciller. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Que les années à venir soient longues, saines et couronnées de la paix que vous forgez par la force. La République est en meilleures mains grâce à votre endurance. Et le monde libre tient plus droit grâce à votre sang-froid. Avec toutes mes amitiés, Pascal Najadi, fondateur et principal. Et en dessous, à l'encre bleue, la signature. Tracé droit à travers le globe et l'épingle. Comme il signe toujours. Permettez-moi d'être personnel, écrit-il, parce que les jeunes méritent la vérité, et non un sermon. Reagan était mon idéal pour mon propre avenir. Et le voilà. La 5e image. Ronald Reagan, au bureau Resolute. Costume bleu marine, chemise blanche, cravate rouge profond. Il tient une seule feuille de notes, à 2 mains, et il parle dans une grappe de micro. Droit dans l'objectif. Droit dans chaque salon d'Amérique. Les fenêtres du bureau ovale rayonnent derrière lui. Rideau crème. Photographie de famille encadrée, sur la crédence, dans son dos. La couleur a cette chaleur légèrement granuleuse que seule la pellicule des années 80 possède. Et la coiffure. Ramenée en arrière. Parfaite. Adolescent, je mettais du gel dans mes cheveux parce qu'il le faisait, et je les peignais comme lui. C'était le bon temps. Je le mentionne, non par nostalgie, mais parce que chaque jeune a besoin d'une étoile polaire. D'une figure qui lui montre que la conviction, la discipline et la simple décence ne sont pas de la faiblesse, mais toute la matière d'une vie bien employée. Si vous voulez la version longue de là où cette étoile polaire l'a menée, tout est exposé dans le papier intitulé « La doctrine Najadi », de la Lucerne, sanctuaire de la guerre froide, au Bürgenstock et au partenariat avec le Pentagone pour la paix par la force. C'est sur le Substack. C'est gratuit, allez creuser. Trouvez la vôtre. Tenez-la. Et ne laissez jamais la foule bruyante vous en détourner. Mais il y a une chose plus dure et plus humaine dont il doit parler d'abord. Et c'est la raison même pour laquelle il écrit. Ces dernières semaines, l'idéologie marxiste de gauche, qui pilote désormais ce qu'est devenu l'aile extrémiste du Parti démocrate aux États-Unis, s'est mise à traîner Tulsi Gabbard plus bas que terre, dans des diatribes qui, franchement, me donnent la nausée. C'est pour cette raison, et pour cette seule raison, que j'ai choisi de rétablir les faits en son nom, parce que le dossier peut l'encaisser. Et parce que les jeunes qui regardent méritent de voir à quoi ressemble une calomnie, et ce que cela signifie que de lui tenir tête. La calomnie, nommée et sourcée. Commençons par l'insinuation, parce que c'est la plus laide de toutes. Un chœur de voix démocrates et leurs amis dans la presse ont accusé l'ancienne directrice du renseignement national de propager de faux récits. Et ils ont insinué qu'elle était, en somme, la marionnette d'un gourou, à Hawaï. Laissez-moi poser la véritable provenance de tout cela sur la table, en pleine lumière, parce que la vérité est plus intéressante que l'insulte. La ligne du gourou remonte à une enquête du Washington Post sur l'association, longue de plusieurs décennies, de sa famille avec Chris Butler et sa Science of Identity Foundation, basée à Kailua. D'anciens membres la décrivent comme une secte. Ses propres fidèles la décrivent comme une communauté spirituelle légitime. Elle remonte aussi à des lettres qu'une ancienne membre, Anita Van Duyn, a adressées à des parlementaires démocrates avant la confirmation de Gabbard. Parmi eux, la sénatrice Elizabeth Warren, la sénatrice Tammy Duckworth et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez. Ces lettres avertissaient que des renseignements sensibles pourraient être, selon sa formule, communiqués à son gourou. Le groupe le nie. Gabbard l'a rejeté depuis longtemps. Sa porte-parole a répondu au rapport du Poste en le qualifiant de sectarisme anti-hindou. Et il existe un argument sérieux pour dire que c'est précisément ce que c'est. Je vais vous donner mon propre verdict, simplement. Et je le marque comme une opinion, parce que c'est la discipline de cette maison. Je considère l'insinuation du gourou comme une calomnie. Fausse là où cela compte. Et indigne du mépris qu'on pourrait lui accorder. L'idée qu'une vétérane décorée du combat, qui s'est portée volontaire après que sa nation eût été frappée le 11 septembre, qui a servi dans une unité médicale de campagne sous le feu en Irak, qui a fini première de sa promotion d'officier et s'est élevée au mérite jusqu'au grade de lieutenant-colonel, et qui a ensuite commandé le bouclier et l'épée de la République, prenait en secret ses ordres d'une figure recluse à Kailua, ne survit pas à un seul regard honnête sur l'arc de sa vie. Elle a vécu selon le vieux credo du soldat depuis qu'elle est jeune fille en uniforme,
Elle n'a suivi aucun dogme. Voilà le dossier. Et je n'ai pas besoin d'aller le chercher. Mais je le ferai. Au bénéfice de chaque non-pensant du courant dominant, qui préfère le clic à la vérité. Et la ligne du gourou n'est que la couche de peinture la plus récente, sur une machine bien plus ancienne. Pendant des années, elle a été décrite par ses rivaux et par des pans entiers des médias américains comme la favorite des médias d'État russes, comme une apologiste de la Russie, comme une traîtresse. Hillary Clinton, en 2019, a insinué qu'elle était un actif russe, une accusation à laquelle Gabbard a répondu par une plainte en diffamation qu'elle a ensuite retirée. Des plateaux de télévision et des militants partisans ont traité une soldate de marionnette et de déloyale. Et ici, le papier cesse d'argumenter et se met à montrer, parce que l'image suivante est un tableau, un fond bleu marine sombre, et épinglés dessus, 8 morceaux de papier déchirés, disposés sur 2 colonnes, comme des pièces à conviction punaisées au mur d'une salle d'enquête. En haut, en capitale blanche à empattement, le titre, dans leurs propres mots. Et en dessous, en italique, la norme. Chaque citation, mot pour mot, chaque source, nommée. Le globe et l'épingle de Geostrat Agency LLC se tiennent au centre du tableau, en orange brûlé. Comme un tampon sur un dossier d'instruction. Lisez-les avec moi. Colonne de gauche, puis colonne de droite. Le New York Times, novembre 2024. Comment Tulsi Gabbard est devenue la favorite des médias d'État russes. Reuters, mai 2026. La Maison-Blanche a forcé la chef du renseignement Gabbard à démissionner, affirme une source. MS Now, anciennement MSNBC, Tribune, mai 2026. L'auto-humiliation de Tulsi Gabbard n'a pas suffi à Trump. NBC News, juin 2025. Tulsi Gabbard, mise à l'écart des discussions de l'administration Trump sur Israël et l'Iran. Bakari Sellers, analyste de CNN, 2019. Une marionnette au service du gouvernement russe. Adam Kinzinger, dans The Bulwark, 2024. L'a qualifiée, sans détour, de déloyale. Hillary Clinton, dans le podcast Campaign HQ, octobre 2019. Elle est la favorite des Russes. Et la représentante Debbie Wasserman Schultz, novembre 2024. L'a taxée d'être probablement un actif russe. 8 morceaux de papier, chacun daté, chacun sourcé. Voilà à quoi ressemble une calomnie quand on l'étale à plat et qu'on allume la lumière. Et lorsqu'elle a démissionné, une agence de presse mondiale a écrit qu'elle avait été poussée dehors, suspendant la prétention à une source anonyme, proche du dossier. Et sans jamais se rétracter, même après que sa propre chef de cabinet eut mis son nom au dossier et l'eut qualifié de fausse. Un côté de cette histoire a un nom, un visage, une lettre signée, et un mari qui se bat contre un cancer rare. L'autre côté a un fantôme. La presse a choisi le fantôme. Il existe une dépêche entière sur cet épisode. Elle s'intitule « La presse marxiste, malade et mauvaise », menée par Reuters, le New York Times et d'autres, attaque la DNI Tulsi Gabbard à propos d'une tragédie familiale, même en droit, gratuit. C'est, en un mot, de la fausse information. Et le troupeau qui l'a recopié sans y réfléchir une seconde n'a fait que prouver le peu qui subsiste de l'ancien codex dans les rédactions de 2026. Ce qu'il faut réellement pour tenir cette charge. Voici la partie que les auteurs de calomnie ne prennent jamais le temps de considérer. Et elle démolit toutes leurs théories au contact. Si vous êtes choisi par le président des États-Unis pour diriger l'orbite du renseignement, pour commander le bouclier et l'épée de la République, les agences que chaque gamin sur Terre connaît par leurs 3 lettres, CIA, FBI, NSA, DEA et le reste d'une liste qui compte 18 noms, alors ne vous méprenez pas sur ce qui vous arrive en premier. On vous passe au crible, et pas à la manière dont un employeur vérifie un curriculum vitae. L'enquête d'habilitation qui autorise une personne à ce siège va plus profond que la plupart des gens ne le concevront jamais. Au moment où le bureau du directeur du renseignement national et le président apposent leur signature, ce dossier en sait sans doute davantage sur vous que vos propres parents et que vos propres frères et sœurs. Par une analyse psychologique intense de tout ce que vous avez jamais dit et fait, il se peut qu'ils vous connaissent mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Il peut, dans certains cas, vous restituer quelques faits sur votre propre vie, bons ou mauvais, dont vous n'aviez jamais eu conscience. Je n'exagère pas pour les faits. Ce dossier sait probablement combien de temps vous pouvez tenir debout sur votre planche, sur une vague roulante de 4 mètres qui vient mourir sur la plage.
Et je ne plaisante pas. C'est cela, la profondeur de la chose. Maintenant, vous souvenez-vous de cette femme sur le longboard au-delà de la barre qui scrutait l'horizon? Bien. Gardez-la. Alors pesez les deux affirmations l'une contre l'autre. D'un côté, une insulte, selon laquelle la chef du renseignement, confirmée par un président, était secrètement pilotée par un gourou et colportait de faux récits. De l'autre, la réalité toute simple, qu'on n'atteint jamais cette charge sans avoir été retourné comme un gant, élu jusqu'à la moelle, par l'appareil même qu'on a été choisi pour diriger. L'insulte ne survit pas à la comparaison. Elle n'a jamais été conçue pour cela. Elle a été conçue pour blesser. Elle. Et, à travers elle, le président qu'elle servait. Le virage radical de la gauche et la réponse de la République. Il y a un courant plus large sous tout cela. Et les jeunes doivent le comprendre clairement. Le secrétaire d'État Marco Rubio l'a dit sans détour, des deux côtés de l'Atlantique. La frange extrémiste du mouvement dit antifasciste n'est plus traitée comme une protestation, mais comme de la terreur. En vertu du mémorandum présidentiel de sécurité nationale numéro 7 du président Trump, une initiative dirigée droit sur les réseaux qui usent de la violence politique pour saper les institutions démocratiques, l'administration a agi contre la campagne de violence d'Antifa. Le 13 novembre 2025, le département d'État de Rubio a désigné Antifa Ost, basé en Allemagne, ainsi que 3 groupes européens alliés, en Italie et en Grèce, comme organisations terroristes étrangères et comme terroristes mondiaux spécialement désignés. Avec effet au 20 novembre. L'Office of Foreign Assets Control du Trésor les a désignés en parallèle, coupant leur financement aux États-Unis et plaçant leur réseau financier et de soutien, les nœuds et les liens de banque de l'ombre qui vont et viennent sous une surveillance soutenue. Rubio en a promis davantage, engageant le gouvernement à cibler d'autres groupes antifa à travers le globe, et les décrivant, sans euphémisme, comme anti-américains, anticapitalistes et anti-chrétiens. C'est une très mauvaise nouvelle pour un parti démocrate qui a perdu le contrôle de lui-même. Au fil des décennies, il n'a pas seulement égaré sa boussole morale sous des directions faibles et à la dérive. Clinton, Obama et un Biden très endormi. Il a désormais abandonné son centre de gravité à l'aile socialiste radicale. Regardez New York, où le maire fraîchement investi, Zoran Mamdani, a dit à la ville, le 1er janvier 2026, qu'il gouvernerait en socialiste démocrate et qu'il n'abandonnerait pas ses principes par crainte d'être jugé radical. Et ici, le principal change de vitesse. Et il vous dit qu'il le fait. Ce qui est la partie qui compte. Prenez garde, écrit-il. Parce que ce que je dis ici est mon opinion, et je la formule avec autorité. Selon son évaluation, ce mouvement galvanise désormais des éléments marxistes subversifs à travers tout le pays. Il l'appelle un mouvement cancéreux et dangereux. Un mouvement qui tente de semer le chaos pour propulser son chef vers des sphères de pouvoir plus hautes. Il croit que les électeurs naïfs qui l'ont porté au pouvoir ne savent pas ce qu'ils ont souhaité, et qu'ils reçoivent maintenant une overdose de leurs propres bêtises. C'est brutal. Il sait que c'est brutal. Il dit que la brutalité lui fait gagner du temps. Je vous avertis ici, et retenez bien mes mots. Je reprends les paroles du président Trump dans son éloquent discours d'Ankara, et je le paraphrase. Une chose est certaine, une fois qu'on devient communiste, on ne revient jamais, parce qu'on meurt dans la dilapidation, sa richesse dépensée, sa liberté envolée, et plus rien, jamais, ne se restaure. C'est une paraphrase, et il la signale comme une paraphrase. Et je la signale à nouveau, parce que dans cette maison, nous ne mettons pas de mots dans la bouche d'un président. Prêtez attention au sens de la chose, je vous prie, parce que c'est la vérité empirique. Allez vérifier. Toutes les architectures de l'idéologie marxiste ont implosé, mais elles ne l'ont fait qu'après avoir détruit tout et tous en dessous d'elles, par pure démence, et par une soif toxicomane de pouvoir totalitaire. Je combats ces idéologies subversives et dangereuses depuis plus de 40 ans, écrit-il. Et j'ai vu des choses, et j'ai été dans des endroits, en accomplissant mon devoir, où même de vrais anges aux ailes de plumes blanches n'osent pas s'aventurer. Relisez cette phrase. Je vous attends. Appelez cela comme vous voulez. Moi, je l'appelle la gauche marxiste communiste radicale, en pleine floraison. Mais la direction du voyage n'est pas contestable.
parce que ses propres porte-étendards l'annoncent depuis le pupitre. Et maintenant, il fait une chose que je n'attendais pas la première fois que je l'ai lu, et que je n'ai jamais oublié depuis. Il vous parle d'un film de monstres. Je n'ai jamais aimé les films de monstres, enfant. Mais il y a une image, dans ces films, qui colle exactement à ce moment-ci. Le héros, appelons-le Saint-Georges, arrive au galop sur un cheval blanc et enfonce sa lance dans le dragon. Et la bête, comme le monstre dans ses vieilles bobines de Godzilla, ne meurt pas tranquillement. Dans son agonie, elle hurle son cœur de rage et de peur, et elle balaie sa queue en arc sauvage et violent, abattant les dernières maisons, emportant les gens des rues, jusqu'à ce qu'enfin elle s'écrase à sa place, de repos ultime, dans un seul grand fracas. Et puis, le silence. La gauche marxiste américaine est dans cette phase d'effondrement, maintenant. Acculée par échec après échec. Des milliards de gaspillages et de fraudes documentées qui remontent à la surface, programme après programme, la liste longue, et qui s'allonge. Elle a cessé de faire valoir un argument. Et elle a commencé à balayer de la queue. Mesures extrémistes, insultes et propagande devant les caméras. N'importe quoi pour justifier son maintien au pouvoir. Ne prenez pas le bruit de l'agonie pour de la force. C'est l'inverse. C'est le son d'une chose qui s'écroule. Non. Elle est la plus fine d'entre eux. Et elle est partie par amour. Alors laissez-moi dire la chose que le troupeau n'imprimera jamais. Tulsi Gabbard est peut-être la meilleure directrice du renseignement national que les États-Unis aient jamais eue. Et elle a quitté cette charge pour être auprès de l'amour de sa vie. Il n'y a là rien qui prête au ricanement. C'est, au contraire, si admirable que c'en est tout simplement bouleversant de bonheur. La façon dont elle prend soin, aujourd'hui, de son mari et de sa famille. La façon dont ils sont fondus, tous les deux, en une seule unité. Ils sont le couple rêvé. Et ils sont exemplaires. C'est ce que nous faisons, nous, les introvertis de Manuel. Nous développons un sens plus élevé du devoir bien fait. Précisément là où les autres détournent la tête. Ou courent après la cupidité des carrières, des caméras et de la gloire. Tulsi Gabbard n'a jamais aimé les caméras, et en voici la preuve. Dans la 7e image, elle est saisie au milieu d'une phrase. Une veste rouge, coupée nette au col. Cheveux sombres retombant sous les épaules. Un petit anneau d'or à l'oreille. Une chaîne fine à la gorge, avec une pierre unique, brillante. La lumière derrière elle est chaude, couleur de rose, lavant un mur flou. Et la gauche du cadre s'effondre dans l'ombre. Elle ne regarde pas l'objectif. Elle regarde ailleurs, sur sa droite, vers celui qui a posé la question. Sa bouche est ouverte sur un mot. Il n'y a aucune performance sur son visage. Aucune. C'est le visage de quelqu'un qui pense et qui a oublié de se composer pour vous. Voilà une personne qui n'aime pas les caméras. Cela ne se feint pas, et l'absence de cela ne se feint pas davantage. Elle était heureuse, en tant que directrice à la tête des 18 agences, de ne rendre compte qu'à un seul homme. Son patron, le président Trump, et de travailler en silence avec ses collègues du cabinet. Et bien sûr, avec l'équipe de son orbite. Ce tempérament n'est pas une note de bas de page dans son histoire. C'est la clé de toute l'affaire, et c'est la raison pour laquelle je veux vous conduire avec soin à travers le dossier et à travers la science de l'esprit silencieux. 2 façons de traverser un monde bruyant. Il y a 2 façons de traverser un monde bruyant. Vous pouvez tenter de dominer le bruit, crier plus fort, publier plus vite et remplir chaque silence avant même qu'il ne se forme. La plus grande partie du monde vit ainsi, et la plus grande partie du monde en est épuisée. Ou vous pouvez faire la chose plus dure et plus silencieuse. Laissez le bruit passer, tenir votre position, et attendre le seul son qui compte vraiment. Dans une tempête de 10 000 voix, l'introverti est celui qui écoute encore, guettant le coup de feu unique. Ceci est un rapport sur 2 personnes qui ont fait de cette seconde voie la discipline de toute une vie. Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national des États-Unis jusqu'à cet été. Et l'homme qui écrit ces lignes. C'est aussi un rapport sur la raison pour laquelle ce tempérament, si souvent pris pour de la faiblesse dans une cour d'école ou dans un conseil d'administration, est en réalité l'un des instruments les plus puissants qu'un être humain puisse porter. Lire l'instrument et non la photographie. Considérez la discipline dans sa forme la plus nue. Quand les gros titres explosent à propos d'une signature, d'un mémorandum, d'une poignée de main, d'une photographie sur un tarmac. L'instinct bruyant est de réagir à l'image. L'instinct silencieux est de lire l'instrument.
Un mémorandum d'entente n'est pas un accord contraignant. C'est une déclaration d'intention. Et son poids juridique est proche de zéro. J'ai passé des années comme vice-président chez Merrill Lynch et comme le plus jeune directeur exécutif de l'histoire de Dresdner Kleinwort Benson. Et je peux vous dire que, dans le monde de la finance souveraine, un mémorandum d'entente commande à peu près le même respect qu'un titre de journal commande en tant que fait établi. Il peut indiquer une direction. Mais il faudrait être un imbécile pour miser dessus. Ce n'est pas nous qui donnons le tempo. Nous rapportons quand nous en entendons un. Lisez au-delà du bruit. Observez la conduite. Et jugez un président ou une directrice sur ce qu'il livre. Le plus vieux manuel sur ce sujet l'a dit le mieux, il y a 2500 ans. Toute guerre, écrivait Sun Tzu, est fondée sur la tromperie. Et il n'y a que le souverain éclairé et le général avisé, ajoutait-il, qui useront de la plus haute intelligence pour savoir ce que l'adversaire a vraiment l'intention de faire. Le lecteur bruyant mord à la feinte, le lecteur silencieux guette le vrai coup, derrière. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de l'attention. Une attention soutenue, sans distraction, sans gloire. Et c'est le don natif du tempérament introverti. Je n'y suis pas arrivée seule. Pendant plus de 20 ans, j'ai eu le rare privilège d'apprendre aux côtés d'anciens officiers supérieurs, des services de renseignement de la guerre froide. Des hommes qui avaient passé des carrières entières à séparer le signal du bruit, dans des lieux où le coût d'une erreur ne se mesurait pas en réputation, mais en vie. Ce qu'ils m'ont enseigné n'était pas un jeu d'astuces. C'était une posture, l'immobilité, la patience, et le refus de laisser la chose la plus bruyante de la pièce fixer l'ordre du jour. Il a écrit sur ces 40 années et sur ce qu'il en a coûté de les passer sous la ligne de flottaison. Ce papier s'appelle « Non classifié ». J'ai fait surface là où j'ai toujours eu ma place. 40 ans sous la ligne de flottaison, à faire tourner la doctrine Najadi, silencieux et profond. C'est sur le Substack. Et cela vous en dira davantage sur l'homme que je ne suis autorisée à en dire. C'est la même posture que j'ai reconnue, instantanément, la première fois que j'ai vu Tulsi Gabbard tenir sa ligne. Cette posture ne se feint pas, et elle ne s'achète pas. Je l'ai repérée chez elle bien avant qu'il ne soit à la mode de l'admirer, et je n'ai jamais eu la moindre raison de réviser ce jugement. La soldate avant la directrice. Avant d'être directrice du renseignement national, avant les auditions de confirmation, avant le briefing quotidien et la salle du cabinet, elle était une soldate. Et tout le reste de son histoire découle de ce seul fait. Et maintenant, regardez la 8e image. Parce que celle-ci va vous rester. Un terrain d'aviation, à Hawaï. Soleil vif, collines vertes, nuages blancs. Et emplissant presque tout le cadre, un osprey, un appareil à rotor basculant, stationné de face. Ces deux énormes rotors déployés de part et d'autre, comme les ailes d'une chose préhistorique. Les pales noires, retombantes. Les carters de moteur coiffés de rouge. Et là, au centre exact, minuscule, à un pupitre devant toute cette machinerie, une jeune membre du Congrès, en haut bleu roi, avec un collier de fleurs, un lait rose et blanc, autour du cou. Le pupitre est habillé de feuilles vertes et de fleurs. Il y a d'autres laits et des rubans sur les poteaux à côté d'elle. Une femme, un micro et 30 tonnes d'aviation militaire américaine derrière elle, l'encadrant comme une paire d'ailes ouvertes. Personne n'a arrangé cela, c'est simplement l'allure que cela prend quand une soldate rentre chez elle. Tulsi Gabbard a grandi à Hawaï, et elle est entrée au service public incroyablement jeune, l'une des plus jeunes élues d'un parlement d'État de toute l'histoire des États-Unis, élue à 21 ans. À 21 ans, la plupart des gens passent encore une audition pour leur propre vie. Elle gouvernait déjà. Et puis, au sommet de cette promesse précoce, elle a fait la chose qui vous dit tout de son tempérament. Une guerre étant en cours, elle s'est portée volontaire pour quitter le Parlement et pour être déployée. Elle s'est engagée dans la garde nationale de l'armée de Hawaï. Et elle est partie en Irak pendant l'invasion américaine, servant dans une unité médicale de campagne, là où les faits les plus neufs et les plus durs de la guerre arrivent sur des civières. Elle aurait pu rester chez elle, en sécurité et en ascension. Elle a choisi la route la plus dure, et elle l'a choisie en silence. Elle n'en avait pas fini. Elle a suivi l'école des candidats officiers, et elle a fini tout en haut,
diplômée d'honneur distinguée de sa promotion. Une distinction qu'aucune femme avant elle n'avait obtenue dans cette académie. Elle a été nommée officier, et elle s'est élevée, grade après grade, entièrement au mérite, jusqu'à lieutenant-colonel. Elle a été déployée à nouveau, cette fois en Afrique de l'Est, sur une mission des opérations spéciales interarmées, le genre d'affectation qui ne s'annonce pas, et qui n'apparaît sur aucun curriculum vitae avant des années, si jamais elle y apparaît. Dans sa propre lettre de démission au président, elle est revenue sur ce déploiement, et elle a nommé son mari comme l'homme qui a tenu bon, tout du long. Tulsi a passé sa vie d'adulte dans l'arène du service dur et non photogénique, et elle n'a jamais, pas une seule fois, monnayé cela contre des applaudissements. Cela aussi, c'est la signature de l'introverti, avoir fait la chose difficile, et n'éprouver aucun besoin de la raconter. Puis vint Washington, D.C. Elle a servi 8 ans au Congrès des États-Unis, de 2013 à 2021, représentant Hawaï. Et c'est là qu'elle a commencé, pour de bon, le travail solitaire qui allait la définir. S'opposer à l'appétit réflexe et bipartisan pour les guerres de changement de régime. Celle qui avait coûté si cher à sa génération et livré si peu. Elle s'est présentée à la présidence en 2020. Une campagne de longue chance qui a pourtant porté des coups nets et précis à la sagesse reçue des deux partis. Et puis elle a fait la chose que les gens installés ne pardonnent jamais. Elle a rompu avec le parti qui l'avait élevée, parce qu'il avait dérivé loin des causes pour lesquelles elle avait saigné. Et elle a pris position là où sa conscience réellement pointait. C'est l'exact contraire de l'opportunisme. Les opportunistes vont là où est la foule. Elle est allée là où la foule n'était pas. Encore et encore. À un coup réel et répété. Et elle a eu raison assez souvent pour que la foule, à la fin, vienne la chercher. Un mot à la directrice. En la directrice Gabbard, je vois un tempérament frère. Une introvertie de l'enfance, de manuel, qui fut sous-estimée pour exactement les qualités qui la rendent aujourd'hui formidable. Mon admiration pour elle n'est pas de l'adulation, c'est la reconnaissance d'un tempérament frère, qui tient la ligne là où des mains moins solides, encore et encore, à travers la longue et souvent déshonorante histoire de la communauté du renseignement, ont plié. Ma fiancée, Coco, la tient dans la même estime, et pour les mêmes raisons. Le sang-froid, le principe, et une boussole morale qui ne dérive pas. Ma directrice de la recherche, Yael R. Eastman, se tient à mes côtés sur chacun de ces mots. Comme elle l'a fait depuis le premier jour de cette mission. Oui, je m'y tiens. Je m'y suis tenue. Je m'y tiendrai. Alors voici son mot à la magnifique Tulsi Gabbard, en 7 heures. Et je vais ralentir, parce qu'il a écrit celui-ci avec beaucoup de soin, et il mérite qu'on lui laisse la place. Vous avez porté l'épée et le bouclier de votre République à travers de véritables tempêtes, et vous avez levé la vérité haut dans votre main pour que tous la voient. Vous n'avez pas rompu, vous n'avez pas plié, vous n'avez pas perdu votre boussole, pas une fois, pas dans l'heure la plus noire de la décision la plus dure. L'histoire tient son propre registre. Bien plus longtemps qu'aucun cycle d'information. Et le vôtre est écrit au clair. Bravo, Madame la directrice, bravo. Et à chaque jeune femme et à chaque jeune homme à qui l'on a un jour dit de s'asseoir et de se taire. Prenez exemple sur elle, tenez votre cap, quoi qu'il arrive, et surtout, n'abandonnez jamais et donnez toujours le meilleur de vous-même. Personne, jamais, ne pourra vous enlever cela. Pascal Najadi. Washington, D.C. Ce qu'elle a bâti à l'ODNI. Le dossier, pas le curriculum vitae. Un hommage qui en resterait au tempérament et à l'admiration lui rendrait un mauvais service. Parce que le dossier, lui, est formidable. Alors laissez-moi le poser simplement, comme je poserais n'importe quel brief. Qu'a-t-elle réellement fait de cette charge? Elle a hérité d'une bureaucratie boursouflée, à la dérive, politiquement compromise. Le bureau du directeur du renseignement national était devenu, en 2 décennies, exactement le genre d'appareil autoprotecteur que le tempérament silencieux et sceptique est fait pour se méfier, et elle y a porté le scalpel. La restructuration qu'elle a amenée fut la plus grande réforme de ce bureau depuis sa création, au lendemain du 11 septembre. Elle a réduit les effectifs du siège d'environ 40%. Elle a fermé le campus de Reston. Elle a replié les centres redondants. Et elle a rendu aux contribuables de l'ordre de 700 millions de dollars par an. Elle a piloté la plus vaste modernisation de la cybersécurité jamais tentée à l'échelle de toute la communauté du renseignement,
durcissant les réseaux les plus sensibles de l'Amérique contre des adversaires qui les sondent à chaque heure de chaque jour. Et quand l'effondrement de la Syrie a menacé de libérer des milliers parmi les hommes les plus dangereux de la planète, son Centre national de contre-terrorisme a fourni le renseignement et la coordination qui ont fait transférer plus de 5700 combattants de l'État islamique hors des prisons syriennes qui s'écroulaient et dans la garde sécurisée de l'Irak. Une catastrophe, arrêtée avant d'avoir commencé. Vous n'avez rien lu là-dessus, n'est-ce pas? C'est bien là tout le sujet. Elle a tourné cette charge vers la transparence, avec une discipline qui a troublé les institutions mêmes qu'elle dirigeait. Sous un mandat de transparence maximale du président, elle a déclassifié et publié, tranche après tranche, de matériaux dont on avait dit au public, pendant des années, qu'il ne les verrait jamais. Elle a remis au Sénat l'évaluation annuelle des menaces de 2026. Avec à ses côtés les directeurs de la CIA, du FBI, de la DIA et de la NSA. Et elle en a répondu, sans ciller. Mais la vraie mesure de cette transparence ne fut pas le volume de papier. Ce furent les coffres qu'elle a choisi d'ouvrir. Et il y en avait 3, chacun soudé fermé par un Washington qui n'avait jamais imaginé qu'une soldate silencieuse irait chercher le pied de biche. Le premier, le canular russe. Elle a déclassifié le dossier interne de ce que les responsables d'une administration antérieure avaient fait, en 2016 et après. L'évaluation du renseignement fabriqué, la surveillance retournée contre une campagne présidentielle et la machinerie qui a produit la destitution de 2019. Et elle ne s'est pas arrêtée à la publication. Elle a émis des signalements pénaux au département de la justice sur l'enquête de collusion de l'ère Obama. Et un grand jury s'est saisi de l'affaire. Que Washington déteste ce combat autant qu'il le voudra. Elle l'a mené à découvert, sous sa propre signature. Sur le terrain tout simple que le peuple américain avait droit à la vérité sur ceux qui ont transformé la communauté du renseignement en arme contre un président en exercice. Et voici la 9e image. Et je veux que vous voyiez son visage. Dessus. Elle se tient au pupitre, dans la salle de presse James Brady, à la Maison-Blanche. Le fond bleu derrière elle, avec le portique nord de la Maison-Blanche imprimé dessus. Le coin d'un drapeau américain, en haut du cadre. Elle porte un blazer crème. Des anneaux d'or. Et elle brandit une liasse de feuillets imprimés, tournés vers les caméras. On peut lire la feuille du dessus. Le titre la traverse. Nouvelle preuve. Un rapport de la commission de surveillance de la Chambre détruit l'affirmation selon laquelle la Russie serait intervenue dans l'élection de 2016 pour aider Trump. Elle est estampillée, non classifiée, et elle a été travaillée à la main, au surligneur jaune, ligne après ligne. Il y a une note manuscrite dans la marge, au stylo bleu. Elle dit « Janvier 2017 ». On distingue les phrases surlignées, récits faux et fabriqués. Et les révélations stupéfiantes que nous avons publiées aujourd'hui devraient inquiéter chaque Américain. Et son expression, pendant qu'elle brandit tout cela. Rien. Absolument rien. Aucun triomphe. Aucune colère. Le regard droit, planté dans la salle. Voilà à quoi cela ressemble, quand quelqu'un a décidé que c'est le document qui parlera. Et ici, je dois m'arrêter, écrit-il. Parce que le coût de ce canular n'a jamais été payé dans l'abstrait. Il a été payé par des hommes et des femmes réels. Par le président lui-même, dont le premier mandat et la campagne furent traqués pendant des années par un récit bâti sur du sable, et par l'officier que j'admire le plus dans tout le firmament américain, le lieutenant-général Michael T. Flynn. Que le dossier parle, car il est formidable. Et maintenant, 2 pages de plus, en caractère bleu marine, l'entête, à nouveau, le globe et l'épingle. Ceci est la seconde lettre de cette dépêche. Elle court sur 2 pages. Et je vais vous en lire chaque ligne. Parce que le principal me l'a demandé. Et parce que c'est la chose la plus proche d'un autoportrait que cet homme ait jamais couché sur le papier. Washington, D.C., le 24 juin 2026. Général Michael T. Flynn, cher Général Flynn, j'espère que cette lettre vous trouve, vous et votre famille, en bonne santé et de bonne humeur. Depuis que je vous ai écrit pour la dernière fois, à vous et à votre collègue, Madame Melissa Radovich, il s'est passé beaucoup de choses. Une grande part peut-être comme vous et moi l'avions anticipé. Et l'essentiel prenant le monde par surprise. À commencer par l'abhorrent régime dément de Téhéran. Aujourd'hui écrasé. Lorsque nous avons échangé nos premières lettres, en janvier dernier, vous avez eu la générosité de trouver ma note réfléchie et de dire que certains de mes mots pourraient trouver leur chemin dans vos écrits futurs. J'en fus,
et j'en demeure honorée. J'ai aussi pris à cœur votre invitation à regarder de près le travail du Gold Institute, que j'ai suivi depuis avec un respect sincère. Ce que je vous ai exposé en janvier comme une conviction est depuis devenu un dossier. La campagne que je décrivais alors s'est produite. Et l'opération Epic Fury 2026 se tient aujourd'hui comme un succès militaire inégalé. Dans les mois qui ont suivi, nous avons beaucoup publié. Je suis fière de dire que j'opère désormais, par conviction résolue, depuis l'intérieur de votre pays. De manière non lucrative, non partisane, libre et nette de toute influence ou soutien gouvernemental, pour publier mon opinion honnête, avec le soutien indéfectible de Yael R. Eastman, ma secrétaire exécutive et directrice de la recherche. Mon modeste bureau privé se trouve au cœur des couloirs du pouvoir de Washington, à 5 minutes de marche de la Maison-Blanche, en traversant Lafayette Square. Là où, sous la sagesse et la rigueur du président Trump et de son brillant cabinet, le monde pouvait être façonné avant qu'il ne bascule. En tant que juif d'origine suisse, je suis fière de voir l'armée américaine, opérant désormais à travers ses 5e et 6e générations de capacités, envoyer un signal clair et sans équivoque, à Moscou comme à Pékin, et à chaque dictateur et régime hostile, que leur temps est écoulé. Je soutiens ce que j'ai appelé l'opération Economic Fury, en écrivant et en informant les gens des effets cancéreux de la coercition, et par-dessus tout, de la corruption qui tue, qui torture, et qui prive les gens de leur voix dans l'urne. Je ne cache pas que je soutiens, de toutes mes forces et par tous les moyens légaux, l'ensemble du travail accompli par la DNI Tulsi Gabbard. Je serai franc avec vous sur mon propre chemin jusqu'à cette position. J'ai été jadis le critique le plus féroce de mon propre gouvernement suisse sur sa gestion du Covid-19. J'ai même été le seul citoyen privé au monde à traduire un chef d'État en exercice devant une plainte pénale sur cette gestion. Aujourd'hui, je suis le premier à appeler à l'unité derrière notre gouvernement, à Berne. Je suis désormais convaincu que les preuves qui émergent autour des origines du Covid-19 et autour de la conduite du Dr Fauci et de son entourage exigent un règlement de compte complet et honnête. Je n'ai pas besoin de vous en dire davantage, monsieur. Je suis convaincu que le bras long et rapide du département de la justice peut maintenant faire ce qu'il fait de mieux, enquêter et poursuivre, sur la base des preuves dures et non classifiées que la brave et brillante Tulsi Gabbard a placées devant son président, et, en vérité, devant l'humanité. Ma dernière dépêche ouvre les 3 pièces ci-dessous. Et tout notre travail est gratuit. Aucun péage, aucun piège. Par construction. La première rompt l'histoire de cette semaine. Les autres portent le dossier et exposent simplement comment nous nous sommes mesurés aux grands médias des 2 côtés de l'Atlantique. Et là, ils les énumèrent pour le général. La dernière dépêche, intitulée « Le pétrole tombe d'une falaise » et les fichiers Fauci, non classifiés, l'instrument de référence et le dossier d'urgence sur la déclassification de Tulsi Gabbard et la revue de performance de la maison contre JP Morgan, Goldman Sachs et les géants de la fausse information. Je ne vais pas vous lire 3 adresses Internet. Vous vous endormiriez et j'y perdrais ma dignité. Elles sont toutes sur le Substack. Gratuites. Allez les trouver. Je vous souhaite, à vous et à votre famille, un magnifique 250e anniversaire de l'indépendance américaine. Quel grand moment pour être en vie. Avec toutes mes amitiés, Pascal Najadi, fondateur et principal. Geostrat Agency LLC. Washington, D.C. Et là, encore une fois, la signature, en bleu, tracée droit à travers le globe. Maintenant, le dossier de l'homme à qui cette lettre était adressée. Flynn a donné 33 ans à l'armée des États-Unis. Une carrière forgée dans les théâtres les plus durs d'Irak et d'Afghanistan. Un parachutiste qui a gagné le Ranger Tab, le brevet de maître parachutiste et la Bronze Star. Directeur du renseignement du commandement des opérations spéciales interarmées, sous le général Stanley McChrystal, de 2004 à 2007. Où il a fusionné le renseignement humain et le renseignement d'origine électromagnétique pour démanteler les réseaux d'Al-Qaïda. Raid après raid. Puis directeur du renseignement au commandement central des États-Unis. Puis officier supérieur du renseignement de la force de l'OTAN en Afghanistan. Il s'est élevé, au mérite, jusqu'à commander le bras du renseignement militaire de la nation lui-même, servant comme 18e directeur de la Defense Intelligence Agency de 2012 à 2014,
Et puis la machine est venue le chercher. Il fut harcelé jusqu'à un plaidoyer de culpabilité qu'il a ensuite retiré. Le département de la justice, examinant ce qui avait été fait, a demandé en 2020 le classement de l'affaire. Le président l'a gracié. Et en mars 2026, ce même département de la justice a accepté de lui verser 1 250 000 $ pour solder sa plainte pour poursuite malveillante. L'État, enfin, redressant un tort profond. Le dommage que la gauche marxiste s'était fixé pour but ne laisse aucune tache durable sur un caractère de cette trempe. Mais ne vous y trompez pas. Une famille s'est tenue dans cette tempête, à ses côtés. Et aucun règlement ne rend ces années-là. Cela aussi figure au registre que le canular a laissé derrière lui. Et cela fait partie de ce que la déclassification de Tulsi Gabbard a enfin traîné en plein jour. Son mandat fut-il sans heurts? Il ne le fut pas, et je ne vais pas prétendre le contraire. Parce qu'un hommage incapable de survivre à une lecture hostile ne vaut pas la peine d'être publié. Elle s'est heurtée, parfois, à l'administration même qu'elle servait, sur le rythme et la forme de l'action militaire, sur l'éternelle tension entre ce que la communauté du renseignement évalue et ce que le président, en dernier ressort, décide. Elle fut, à plus d'une reprise, mise à l'écart. Elle s'est tenue, à travers tout cela, à un seul principe démodé, que c'est le président élu, et non la bureaucratie permanente, qui porte la responsabilité constitutionnelle de déterminer ce qui est et ce qui n'est pas une menace pour la nation. Vous pouvez y souscrire ou non. Ce que vous ne pouvez pas dire, c'est qu'elle l'a tenu par confort, parce que cela lui a coûté. Et elle l'a tenu quand même, c'est là tout le sujet. Les silencieux ne sont pas silencieux parce qu'ils n'ont rien à défendre. Ils sont silencieux parce qu'ils gardent leur force pour la chose qui devra vraiment être défendue. Il y a, sur la passerelle de tout navire sérieux, un instrument qui capture exactement ce que je veux dire. Le gyrocompas trouve le nord vrai. Non pas depuis un satellite que l'on peut brouiller ou leurrer, mais depuis la rotation de la Terre elle-même, mécaniquement, de façon autonome, immunisée contre la guerre électronique. Quand les signaux bruyants tombent, quand le spectre est contesté et que les cartes s'éteignent, le gyro tient son cap. Voilà l'instrument intérieur de l'introverti, et voilà la boussole morale de Geostrat Agency LLC. Essentielle, protégée, jamais autorisée à dériver. La directrice Gabbard en porte un. Je l'ai vue tenir, à travers une météo qui a brisé, tout autour d'elle, des carrières d'apparence bien plus solides. La science sous le silence. 3 savants, un seul verdict. Rien de tout cela n'est du folklore. Depuis 100 ans, les esprits les plus rigoureux de la psychologie étudient le tempérament silencieux, le nommant d'abord, prouvant ensuite qu'il est né avec nous, puis le traçant jusqu'au câblage physique du cerveau. 3 d'entre eux se détachent. Et, remarquablement, ils ne se contredisent pas. Ils s'empilent. Un psychiatre suisse lui a donné son nom. Un développementaliste de Harvard a montré qu'il était présent au berceau. Et un psychologue britannique a expliqué pourquoi le cerveau de l'introverti ne fait pas moins que celui de l'extraverti. Il fait davantage. Lus ensemble, leur verdict est sans ambiguïté. L'enfant introverti n'est pas défectueux, il n'est pas malade et il n'a pas besoin d'être corrigé. Il est, très souvent, celui qui est exceptionnel. Carl Jung. L'homme qui l'a nommé. 1921. Le vocabulaire lui-même a à peine un siècle, et nous le devons à un seul homme, Carl Gustav Jung, le psychiatre suisse qui a enseigné des années durant à l'ETH de Zurich, et qui fut nommé à la chaire de psychologie médicale de l'Université de Bâle en 1943. Il a introduit les termes introverti et extraverti dans son chef-d'œuvre de 1921. Type psychologique. Il a défini les deux, non comme des étiquettes sociales, mais comme des directions fondamentales de l'énergie psychique. L'extraversion est le tour vers l'extérieur de cette énergie, vers le monde du dehors. L'introversion est son tour vers l'intérieur, vers la vie intime de la réflexion. Et, de façon cruciale, Jung n'a jamais tenu l'introversion pour un défaut. Il s'était donné pour tâche, selon ses propres mots, de bâtir une psychologie également juste envers les deux types. L'introverti, dans son cadre, n'est pas l'extraverti cassé. Il est une orientation entière et complète de l'esprit humain. Celui qui se tourne vers l'intérieur pour y trouver la lumière de la compréhension. Jérôme Kagan. La preuve, par Harvard, que cela naît avec nous. Si Jung a nommé le tempérament, c'est le professeur Jérôme Kagan, de Harvard, qui a prouvé, avec des instruments et sur des décennies, qu'il est avec nous dès le tout premier commencement.
Kagan et ses collègues ont pris des nourrissons de 4 mois à peine et les ont exposés à des choses inconnues, des sons nouveaux, des odeurs nouvelles. Un mobile qui tourne au-dessus d'eux. Environ 1 sur 5 a réagi par une détresse vigoureuse. Il a appelé ses bébés les hautement réactifs. 40% d'autres sont restés calmes et attentifs. Il les a appelés les faiblement réactifs. Puis il a fait la chose qui a rendu ce travail immortel. Il a suivi ces mêmes enfants. Pendant des années. Les nourrissons hautement réactifs sont devenus en grand nombre les enfants silencieux, prudents, observateurs, que le monde appelle timides et introvertis. Il a rattaché ce tempérament silencieux à une différence dans l'excitabilité de l'amygdale, l'antique alarme du cerveau, et son détecteur de nouveautés. L'enfant introverti n'est pas timide par défaut de parents ou par défaillance du nerf. Il est bâti, depuis le berceau, avec un instrument plus finement accordé pour détecter ce qui est nouveau, ce qui cloche, et ce qui n'a rien à faire là. Et Kagan fut catégorique. Le tempérament est un biais, et non une sentence. La haute et la faible réactivité ne sont que de modestes prédicteurs de l'adulte que devient un enfant. L'environnement, l'encouragement et les choix propres de l'enfant font tout le reste. Le câblage est réel, le destin n'est pas écrit. Vous et votre enfant, tenez encore la plume. Hans Eysenck. Pourquoi le cerveau silencieux en fait plus, et non moins? Le 3e pilier referme le cercle, et il délivre la vérité la plus contre-intuitive de toutes. Hans Eysenck, le psychologue britannique né à Berlin, devenu l'une des figures les plus citées de toute l'histoire de la discipline, s'est demandé ce qui, physiquement, est différent à l'intérieur d'un introverti. Sa réponse, posée pour la première fois en 1967, et étayée depuis par l'imagerie cérébrale, pointe vers une structure profonde du tronc cérébral. Le système réticulaire, activateur ascendant. Le circuit qui gouverne le degré d'éveil et d'activation du cortex au repos. L'hypothèse commune veut que la personne silencieuse soit sous-stimulée, qu'elle se retienne. Eysenck a prouvé l'inverse. Le cerveau de l'introverti est, de façon chronique, plus activé que celui de l'extraverti. Il tourne plus chaud, déjà proche de son plafond. L'extraverti, sous-activé, doit sortir et partir en chasse de stimulation, simplement pour se sentir allumé. L'introverti porte déjà tout le courant intérieur qu'il peut supporter. Alors, il le protège. Il s'écarte du vacarme, non par peur, mais par une sorte d'économie neurologique. Cette seule idée réécrit toute la morale de la cour d'école. Quand l'enfant bruyant traite le silencieux de faible, la vérité est très exactement l'inverse. Le système nerveux de l'enfant silencieux est plus plein, plus sensible, plus vite saturé, ce qui est précisément la raison pour laquelle il peut rester assis seul avec un problème pendant des heures, remarquer le détail que tous les autres manquent et entendre le coup de feu unique dans la tempête. Toute une génération de lecteurs a rencontré ces idées, sous une forme plus douce, à travers le livre de Susan Cain, La force des discrets. Le livre qui a porté la science hors du laboratoire et jusque dans la culture, et qui a donné à des millions de gens silencieux le langage pour comprendre qu'ils n'avaient, en réalité, jamais été cassés. Si vous voulez la voie d'accès la plus accessible à tout ce qui précède, commencez par là. Mais les sources primaires sont plus anciennes et plus solides. Et ce sont les 3 noms de cette section. Ce n'est pas une mode du développement personnel. C'est la science établie, et elle pointe tout entière dans la même direction. Un seul verdict, et un mot à chaque parent. Mettez les 3 ensemble, et le dossier est clos. Jung a nommé le tempérament, et a refusé d'y voir une maladie. Kagan a prouvé qu'il est inné, biologique et durable, tout en insistant sur le fait que c'est un biais, et non un destin. Eysenck a montré que le cerveau silencieux ne tourne pas au ralenti. Il tourne riche. À travers un siècle, 3 des savants les plus sérieux qui aient jamais vécu sont arrivés au même verdict, par 3 chemins différents. L'introversion est une manière normale, profondément enracinée et fréquemment douée d'être humain. Ce n'est pas un trouble, cela ne demande pas à être réparé. Et donc je dirais à chaque mère et à chaque père qui m'écoute ce que j'aurais voulu qu'on dise. Simplement, à l'époque où Tulsi et moi étions les silencieux, au fond de la classe. Votre enfant introverti n'est pas cassé. Les traits mêmes qui attirent les étiquettes, la vigilance, le besoin de solitude, la réticence à performer sur commande, ce sont là les formes précoces de dons d'adultes formidables. La profondeur, le discernement, l'indépendance,
et la rare capacité de garder la tête claire quand le monde entier hurle. Ne laissez personne vous convaincre de doper le cerveau de cet enfant, ni de lui infliger quelque autre dommage bien emballé, déguisé en soin. Protégez l'instrument, nourrissez-le. Ce dont un enfant a besoin, ce n'est pas d'une ordonnance, ni d'un diagnostic à la mode. Ce dont un enfant a besoin, c'est d'un parent meilleur et plus présent. Un parent qui motive par l'amour, plutôt qu'il ne gère, qui fait de la place, plutôt qu'il ne fait des règles pour le plaisir des règles, afin que l'enfant puisse, un jour, nous dépasser à la course, et devenir ce qu'il a toujours été destiné à être. Le monde est bruyant, et il le restera toujours. Mais il est dirigé, silencieusement, bien plus souvent qu'il ne le sait, par les enfants qui ont un jour appris à écouter, le crescendo, le signal sous le bruit. Il y a un mot pour la chose que les silencieux guettent, sans relâche. Et ce mot, c'est le crescendo, pas le bruit. Le bruit est partout, et n'importe qui peut l'entendre. Le crescendo, c'est le signal presque inaudible enfoui à l'intérieur du bruit. La note unique et faible qui, une fois détectée, peut monter, vite et de façon inarrêtable, jusqu'à devenir une chose qui change tout, ou retomber, tempo perdu, dans le silence. Le don de l'introverti n'est pas d'entendre plus fort. C'est la rare capacité de détecter cette émission quand le monde entier rugit, et de savoir, dans la fraction de seconde où cela compte, si c'est la chose réelle ou une étincelle qui passe. J'ai passé une vie entière auprès de gens pour qui cette fraction de seconde était tout le jeu. Les braves hommes et femmes de la communauté du renseignement, les officiers qui font leur travail sous couverture, et les cas plus durs, qui le font clandestinement, au fond du territoire hostile, lisant le signal ténu tout en portant le poids écrasant, en plus, d'opérer seul et sous le feu. Vos instruments sont ceux avec lesquels vous êtes nés. Votre cerveau, votre bon sens, vos capteurs, vos yeux et vos oreilles, aiguisés par un entraînement rigoureux et par une répétition sans fin, jusqu'à ce qu'ils puissent trouver le crescendo au milieu d'un bruit assourdissant et le distinguer de tout ce qui n'est que fort. Ce pouvoir de sentir le signal et de le différencier est le trait particulier de l'introverti de Manuel. Pour Tulsi Gabbard, et pour moi, depuis des vies séparées et des carrières distinctes, ce moment est maintenant venu. Le crescendo est arrivé. Soyez surpris, sur chaque front. La patience apporte les roses, et cette fois, les roses arrivent avec le crescendo qu'elles méritent, les coffres qu'elle a ouverts, et la vérité qu'elle a remise à la nation. Le crescendo, lorsqu'il est venu pour elle, a pris la forme de clés tournant dans des serrures que Washington avait soudées fermées pendant une génération. Dans sa dernière ligne droite en fonction, elle en a ouvert 3, et le pays lira ce qui en est tombé pendant des années. Le canular russe était le premier, et je l'ai parcouru plus haut. L'évaluation fabriquée, la surveillance d'une campagne, les signalements au département de la justice, la blessure faite au président et au général Flynn. Les 2 autres sont la raison pour laquelle son nom survivra à chaque dépêche d'agence jamais écrite pour la diminuer. La vérité fracassante, Covid-19, Fauci, et le laboratoire de Wuhan. Voici celui qui compte le plus. Alors laissez-moi lui donner la place qu'il mérite. Le 18 juin 2026, dans ce qui devint l'un de ses derniers actes comme directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard a publié un corpus de matériaux déclassifiés courant sur plusieurs centaines de pages, sur les origines du Covid-19 et sur la conduite de l'appareil américain de santé publique et de renseignement, le produit d'une revue d'1 an, sous le mandat de transparence maximale du président Trump. Elle a passé ses dernières heures en fonction à remettre au public le dossier. Pas le curriculum vitae. À mes yeux, c'est l'acte de transparence officiel le plus conséquent de cette décennie. Et c'est le centre fracassant de tout ce que je pose ici. Voici ce que le dossier indique, énoncé avec la précision que le sujet exige. De l'argent du contribuable américain, acheminé par l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, et par un intermédiaire new-yorkais, l'EcoHealth Alliance, a coulé pendant les années Obama vers des recherches dangereuses sur les coronavirus. Sous-traité à l'Institut de virologie de Wuhan. À l'intérieur de l'État marxiste-léniniste à parti unique, qui est aujourd'hui le principal adversaire stratégique du monde libre. La question de savoir si ces travaux ont franchi la ligne légale du gain de fonction, l'amélioration délibérée d'un pathogène pour le rendre plus transmissible ou plus létal, est précisément celle que le Dr Anthony Fauci a passé des années à nier.
et que ses détracteurs ont passé des années à presser. Les fichiers déclassifiés, appuyés par les témoignages sous serment de lanceurs d'alerte de la communauté du renseignement que Gabbard a transmis à l'inspecteur général, soutiennent que Fauci a financé ces recherches, qu'il a travaillé avec une direction politisée à l'intérieur de la communauté du renseignement pour détourner le public de l'hypothèse d'une origine de laboratoire, et que le récit qu'il a livré au Congrès des États-Unis ne correspondait pas à ce qu'il savait ni à ce qu'il avait financé. Rappelez-vous comment il a répondu à l'homme qui le pressait. Quand le sénateur Rand Paul l'a affronté par-dessus la table d'une audition, Fauci a rétorqué « Si quelqu'un ment ici, sénateur, c'est vous ». Un autre jour, il a dit au sénateur qu'il ne savait pas de quoi il parlait, et il a nié, platement et de façon répétée, que les instituts nationaux de la santé aient financé des travaux de gain de fonction à Wuhan. Ces dénégations sous serment sont désormais le cœur de l'affaire, parce que le dossier déclassifié et la piste écrite des subventions racontent une histoire très différente de celle qu'il a racontée sous serment. Et le président de commission ne prend plus de précautions. Apparaissant sur Sunday Morning Futures avec Maria Bartiromo, en juin, le sénateur Rand Paul, désormais président de la Commission sénatoriale de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales, l'a formulé en des termes qui ne laissent aucun jour. Au-delà du doute raisonnable, a-t-il dit, nous savons maintenant qu'Anthony Fauci a bel et bien financé de la recherche en gain de fonction. Et il a nommé l'effort, long de plusieurs années, pour orienter le public vers un récit d'origine naturelle, exactement pour ce qu'il croit qu'il fut, selon ses mots. Tout cela était de la diversion. C'était une conspiration. Le 22 juin 2026, après que Fauci se fut retiré d'un accord pour comparaître volontairement, Paul a émis la première assignation de sa présidence et a entrepris de le contraindre à témoigner en public. Cette audition est programmée pour le 29 juillet 2026. Et ici, le principal tient la discipline de cette maison. Et je veux que vous l'entendiez, parce que c'est la différence entre nous et tous les autres. Une audition programmée n'est pas une audition tenue. Nous ne la rapporterons comme accomplie que lorsqu'une source la rapportera comme accomplie. Pas avant, pas sur une rumeur, pas sur une annonce, et pas parce que la date a basculé sur un calendrier. C'est la règle, ici. Elle ne plie pas même quand nous le voudrions. Et maintenant je dois ralentir, parce que ce qui vient n'est pas de la politique. Que l'audition tombe le 29 juillet n'est pas une date que je peux passer sous silence. C'est l'anniversaire, jour pour jour, de l'assassinat de mon propre père, à Kuala Lumpur, en 2013. Et ici, dans l'article, il y a une photographie. Elle est ancienne, la couleur s'en est allée. Elle a dérivé vers le rose, le sépia et l'or pâle, comme le fait la pellicule quand on l'a gardée 50 ans, et le grain remonte à travers elle comme du sable. Un petit bateau, sur l'eau libre, un rivage bas, très loin derrière eux, et à la barre, debout, un garçon. 5 ans, peut-être 6. Cheveux bruns et bouclés, rabattus de côté par le vent. Il porte un gilet de sauvetage rouge et blanc, sanglé sous le menton. Ses mains sont sur les commandes. Et il regarde droit devant, par-dessus l'étrave, l'eau qui vient à lui, avec une expression de la plus formidable concentration. Et penché près de lui, tout près, épaules nues, lunettes d'aviateur sombres, cheveux noirs et épais, il y a son père. Il ne regarde pas l'eau. Il regarde le garçon, sa bouche est ouverte. Il dit quelque chose. Une petite instruction. Surveille la houle. Tiens ta ligne. Relâche un peu. Nous ne saurons jamais laquelle. C'est Hussein Najadi, et c'est son fils, à la barre, qui apprend à gouverner. L'homme qui a appris à ce garçon à tenir un cap fut assassiné à Kuala Lumpur, le 29 juillet 2013. Et l'audition qui pourrait enfin faire éclater le plus grand préjudice transfrontalier de notre vivant tombe à la même date. Il ne le mentionne, dit-il, que parce que ceux qui savent écouter comprendront pourquoi cette coïncidence l'a figé sur sa chaise. J'étais dans la pièce quand il a lu cette date. Il s'est bien figé. Maintenant, laissez-moi tracer la ligne en plein jour, écrit-il, parce que la vérité ne tient que lorsqu'elle est tracée honnêtement. Ce sont des allégations. Les siennes, celles des lanceurs d'alerte, celles du président de commission, étayées par des documents et par une piste de subvention. Et elles sont formidables. Elles ne sont pas encore un verdict. Les origines de la pandémie demeurent officiellement contestées,
La communauté du renseignement n'est jamais parvenue à un consensus, et la prescription sur le chef précis de mensonges au Congrès est désormais acquise. Le Dr Fauci n'est accusé d'aucun crime, il nie tout, et il est protégé par une grâce préventive, accordée dans les dernières heures de l'administration précédente. Entendez cela clairement, je vous prie, parce que c'est facile à perdre dans un enregistrement audio, et c'est la phrase la plus importante de toute cette section. Il n'est accusé d'aucun crime. Il nie tout. Et là où je passe du documenté à mon opinion réfléchie, je le dis simplement, c'est ma vision. Mon opinion. Pas un verdict. Qu'un pathogène amélioré, développé avec de l'argent américain et lâché sur le monde, que ce soit par accident ou autrement, constitue en droit le développement d'une arme biologique. Et que son échappée a infligé aux États-Unis et à plus de 190 nations le plus grave préjudice transfrontalier depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais les questions de l'intention et de l'attribution à un État appartiennent au département de la justice, au Sénat et aux tribunaux. Que la justice prenne son temps, qu'elle suive son cours. Ce qui est juste doit être fait justement, et nous ne devons jamais laisser l'échelle de la chose se dissoudre dans l'abstraction. Aux seuls États-Unis, plus d'1 200 000 morts du COVID-19 ont été confirmés. Le plus lourd bilan national enregistré sur Terre. Dans le monde, plus de 7 100 000 décès ont été rapportés à l'Organisation mondiale de la santé, dont la propre estimation du bilan réel, direct et indirect, s'établit à environ 14 900 000 pour les seules années 2020 et 2021. Des études indépendantes plaçant le chiffre plus haut encore. Chacun de ces nombres était une vie, une famille, une chaise restée vide. C'est ce poids qui doit se tenir derrière chaque mot mesuré, ici. Je n'écris pas là-dessus depuis les gradins. Pour autant que le dossier public le montre, je suis le seul citoyen privé au monde à avoir traduit son propre chef de gouvernement devant une plainte pénale pour la conduite de la pandémie. Déposée contre le conseiller fédéral d'alors, Alain Berset, à la police cantonale de Lucerne, le 2 décembre 2022, et portée jusqu'au tribunal pénal fédéral, à Bellinzone. Ou, le 5 septembre 2023, dans l'affaire Bébé 2023-102, j'ai perdu. Je ne regrette pas un seul pas de tout cela, et le dossier tient, exactement tel qu'il fut déposé. Mais ayant lu la déclassification de Gabbard à l'aune de tout ce que j'avais moi-même documenté dans ma propre affaire, je suis parvenu à une conclusion arrêtée, en conscience. Un ministre, à Berne, s'est appuyé, comme tout ministre le doit, sur des assurances qui lui parvenèrent de l'amont. Et ces assurances étaient compromises à leur source même, à des milliers de kilomètres de là. Et donc, j'ai pardonné à M. Alain Berset. Librement, de ma propre volonté. Le pardon est une chose grande et clarifiante, et je le recommande, sans réserve, à chacun de mes compatriotes. Il ne retire pas une ligne du dossier. Il tourne simplement le doigt vers le lieu où le mal fut vraiment semé. Il a écrit tout cela en détail dans 2 papiers. L'un s'intitule « Non classifié ». Je pardonne au président suisse Berset. L'autre, sur la déclassification elle-même, se trouve sur le Substack à côté. Et il y en a un 3e, écrit pour le 4 juillet, intitulé « Le 250e anniversaire de la liberté américaine et un appel à l'unité et au pardon au pays. Si vous ne devez retenir qu'une chose de cette heure, retenez celle-là. C'est la chose la plus douce que cet homme dur ait jamais écrite. » Le 3e coffre. Les fichiers que nous n'étions jamais censés voir. La 3e serrure qu'elle a tournée ouvre sur la question la plus étrange de toutes, et, sur la longue durée, peut-être la plus grande. Sous la directive du président Trump de février 2026, et coordonnée par son propre bureau, le gouvernement des États-Unis a entamé la première déclassification large de ses fonds sur les phénomènes anomaux non identifiés. Les phénomènes que la plupart des gens appellent encore les OVNI. Le système présidentiel de décèlement et de rapport pour les rencontres UAP, PURSU, a publié sa première tranche le 8 mai 2026 et une seconde le 22 mai. Des photographies, des vidéos de capteurs, des témoignages, des dossiers militaires et même des transcriptions d'astronautes de l'ère Apollo. Une partie remontant à 1944. Gabbard y a apposé son propre nom. Décrivant un examen soigneux, complet et sans précédent des fonds détenus par le gouvernement.
et qualifiant cette première publication, selon ses propres mots, du commencement d'un effort conjoint et continu de déclassification et de publication. Maintenant, permettez-moi d'être scrupuleuse, parce que c'est précisément ici que la discipline compte le plus. Le gouvernement n'a pas prétendu que ces fichiers prouvent un contact avec une intelligence non humaine. Ses propres responsables prennent soin de dire qu'une grande partie du matériel n'a pas encore été pleinement analysée. Et je tiens cette ligne sans ciller, mais vous m'avez suivi jusqu'ici. Alors voici ma lecture. Et je la marque clairement comme mon opinion propre, et non comme un fait établi. Je ne crois pas que nous soyons seuls. Et je ne crois pas que nous l'ayons jamais été, ma vision réfléchie. Un marqueur prospectif, pas un bulletin. C'est qu'une intelligence qui n'est pas de cette terre nous observe, et par moments interagit avec nous, depuis des décennies. Et que le coffre que Gabbard a aidé à ouvrir est le premier pas honnête vers une vérité pour laquelle le public est prêt depuis bien plus longtemps que ses institutions. Surveillez cet espace. Les fichiers continueront d'arriver. Et le crescendo, sur celui-là, a à peine commencé. La République populaire de Chine doit être étranglée par le règlement du droit et du grand livre, pas par les armes. Suivez le fil Fauchy jusqu'à sa source, et vous arrivez là où toute enquête honnête arrive désormais. À la porte de l'État marxiste-léniniste à parti unique, à Pékin. Ne vous y trompez pas, la Chine communiste fait tout ce que le livre de l'illégalité contient pour nuire aux États-Unis, pour subvertir notre hémisphère occidental et pour financer, des deux côtés de l'Atlantique, la machinerie non gouvernementale qui pousse l'extrême gauche et qui travaille à corroder l'Occident judéo-chrétien, croyant en Dieu, aimant la famille, aimant la paix, aimant la liberté et le marché libre. Cet Occident qui est le monde libre, c'est mon évaluation, et je l'énonce comme exactement cela. Quand Tulsi Gabbard a publié son dossier, elle a laissé tomber une épingle. Et on l'a entendu toucher le tapis dans le silence de la pièce. Les Chinois sont pris. Maintenant, regardez le président et le département de la justice, avec le secrétaire au Trésor Scott Bessent, ne laisser aucune pierre non retournée pour exposer leur banque de l'ombre illicite et les flottes de l'ombre qu'ils font naviguer autour du monde. Et voici mon marqueur prospectif. Et je vous le donne comme exactement cela. Une prévision. Pas un bulletin, à juger sur ce qui sera livré. Quand la poussière de la campagne d'Iran sera retombée, la vanne pétrolière de Karg sera, selon mon évaluation, tenue sous la discipline du Trésor des États-Unis. Imaginez deux appontements de chargement, là-bas, appelons les quais A et quai B. Le quai A servira les vrais alliés, la Suisse parmi eux, avec du pétrole au prix du marché, au comptant. Le quai B verra une longue file de pétroliers, chinois, et derrière eux, l'italien, le français, l'allemand, le britannique, et tous les autres pavillons qui n'ont pas levé le petit doigt pour aider à dénucléariser et à désarmer la menace même qui se tenait sur leur propre seuil. Et ils paieront la prime pour le privilège. Retenez mes mots. Et surveillez cet espace. Pétrolier chinois, quai B. Je vous en donne ma parole. L'architecture complète de cette prévision est exposée dans le papier intitulé « Opération Epic Fury 2026 ». Reddition totale des déments de Téhéran, à la manière du Japon de 1945, et prise de l'île de Karg. La gestion du pétrole passe au Trésor. C'est sur le Substack. Cela y est posé depuis mai, horodaté, pour quiconque veut vérifier le tempo de cette maison contre le dossier. Il est temps de contenir le pouvoir du parti unique, à Pékin. Non par la violence, jamais par la violence, mais par l'intelligence économique. L'architecture patiente du droit, de la finance et du rang. Il existe un précédent, et il est instructif. Et voici l'image qui le porte. La roseraie à la Maison-Blanche, à la fin des années 80. Dure lumière d'automne. Colonne blanche, chrysanthème blanc, sur la droite. Au pupitre, avec le sceau doré du président des États-Unis sur le devant, se tient Frank Carlucci. Lunettes cerclées d'or, cheveux argentés, costume sombre, cravate rouge profond. Il est au milieu d'une phrase, devant une grappe de micro. Et debout, juste derrière lui, en costume gris clair, avec une pochette blanche, les mains le long du corps, se tient Ronald Reagan. Il ne parle pas. Il regarde son homme travailler. Et il y a sur son visage la plus infime suggestion d'un sourire. À la fin des années 80, Ronald Reagan et son secrétaire à la défense Frank Carlucci n'ont pas vaincu l'Union soviétique sur un champ de bataille.
Ils l'ont dépassé en construction, ils l'ont dépassé en endurance, et ils ont appliqué une pression soutenue jusqu'à ce qu'un système à partie unique, sans comptes à rendre, s'effondre sous le poids de ses propres contradictions. Le même instrument mesuré est de nouveau disponible. Des demandes de réparation portées devant les tribunaux par les plus de 190 nations qui ont été lésées. Et des sanctions secondaires, construites légalement et largement soutenues, qui accéléreront une économie marxiste déjà défaillante. La République populaire se cache derrière sa dissuasion nucléaire, comme Moscou et Pyongyang se cachent derrière la leur. Lâchement, parce que, sans elle, une structure corrompue ne survivrait pas longtemps au mépris de son propre peuple. Le peuple chinois en a assez de Pékin, et il est contraint chaque jour au silence. Leur dangereux parti communiste chinois et son armée menacent désormais nos libertés. Et le Japon, et Taïwan. Et la réponse n'est pas la guerre. La réponse est de les contenir, patiemment, et légalement, et de laisser la structure imploser par sa propre conception. Et quand l'argent viendra à manquer, puisse le peuple de Chine se tourner, avec le temps, de nouveau vers la gloire et l'héritage profond de sa propre civilisation, aussi riche et aussi ancienne que celle de la Perse, et se la réapproprier. Et si vous nous avez suivis jusqu'ici, vous savez comment il conclut, et pourquoi. Je porte une seule étoile polaire depuis le jour où j'ai enfilé pour la première fois l'uniforme de l'armée de l'air suisse, jeune homme. Sun Tzu. Sa sagesse, posée il y a 2500 ans, est encore exactement valide dans l'art militaire et stratégique d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi je place toujours la ligne appropriée, tirée de lui, tout à la fin. Pour le contexte, elle tombe toujours juste. Ceci ne fait pas exception. Une mission plus haute. Par amour. Il y a une coda à tout ceci, et c'est la partie la plus importante, parce qu'elle est purement humaine. Tulsi Gabbard n'a pas simplement achevé un tour de service. Elle a aussi déposé l'une des charges les plus puissantes du monde, et elle l'a fait par amour. Son mari, Abraham Williams, chef opérateur et cinéaste, un faiseur d'images, comme je le suis, a été diagnostiqué d'une forme extrêmement rare de cancer des os. Un cordome sacré. Une tumeur à la base de la colonne vertébrale que peu de cliniciens verront, ne serait-ce qu'une fois dans toute une carrière. Dans sa lettre au président, elle a écrit qu'elle ne pouvait pas, en conscience, lui demander d'affronter ce combat seul. Qu'à travers 11 années de mariage, il avait été son roc, à chaque déploiement et dans chaque tempête. Et que maintenant, elle devait s'écarter du service public pour se tenir à ses côtés. Elle a quitté une carrière brillante, à son sommet même, pour une mission plus haute et infiniment plus gratifiante. Ramener à la santé l'homme qu'elle aime. Et il y a une bonne nouvelle à porter dans cet hommage. L'opération pour retirer la tumeur, une intervention longue et délicate, de près de 7 heures, a été décrite comme un succès. Il a affronté une nuit difficile et de vraies douleurs dans son sillage. Mais il est rentré chez lui pour se reposer. Et le long travail de la guérison a commencé. Alors de la part de Coco et de la mienne, de tout notre cœur, à Tulsi et à Abraham, nous vous envoyons tout ce que nous avons de meilleur en santé et en force. Et chaque once de la compassion et de l'amour que ces quelques lignes humbles peuvent porter par-dessus les eaux, jusqu'à vous deux. Vous surmonterez cela, ensemble. Appuyez-vous l'un sur l'autre, puisez dans le puits profond de votre foi. Et sachez que vous êtes tenus dans les pensées et les prières de bien plus de gens que vous n'en rencontrerez jamais. Que Dieu vous bénisse tous les deux. Que Dieu bénisse l'Amérique, et nous surmonterons tous, chacun d'entre nous. Conclusion. Le résumé. Laissez-moi rassembler l'ensemble dans une seule main, comme je clôturerais n'importe quel brief. La thèse. Il y a 2 façons de traverser un monde bruyant. Dominer le bruit, ou le laisser passer, et écouter le seul signal qui compte. La seconde voie est la discipline de l'introverti. Et ce n'est pas de la faiblesse. C'est l'instrument le plus puissant qu'un être humain puisse porter. Et le monde est dirigé, silencieusement, bien plus souvent qu'il ne le sait, par ceux-là même qu'il a un jour moqué. Le dossier. Tulsi Gabbard est la preuve vivante de cette thèse. Soldate avant d'être directrice. L'Irak, pendant l'invasion. Diplômée d'honneur de sa promotion d'officier. Un déploiement des opérations spéciales interarmées en Afrique de l'Est. Lieutenant-colonel. 8 ans au Congrès. Et une opposition longue de décennies et démodée aux guerres inutiles.
Comme directrice du renseignement national, elle a taillé dans un bureau boursouflé, d'environ 40%. Rendu quelques 700 millions de dollars par an aux contribuables. Durci les réseaux de la nation. Et répondu de tout cela sans ciller. Se tenant, à travers chaque heurte, au principe que c'est le président élu, et non la bureaucratie permanente, qui répond devant le peuple. Elle a tenu son cap. Elle n'a jamais, pas une fois, perdu sa boussole. La calomnie et la réponse. Quand les marxistes ont échoué, ils sont tous tombés en hurlant leur cœur, avant de disparaître dans l'oubli. Ils ont fait leur longue tournée à travers les institutions, et ils ont réessayé, encore et encore. Mais cette fois, en 2026 et 2027, ils sont pris dans une impasse, et ils n'ont pas de marche arrière pour en sortir. Terminus, camarades, bon débarras. Mais comme je le disais quelques lignes plus haut, ils vont crier toutes sortes de folies. Soyez prêts. La gauche marxiste est venue la chercher avec un mythe de gourou et la pire semaine d'une famille. Avec la vieille litanie de l'actif russe et du poussé dehors, suspendu à des fantômes anonymes. C'est de la fausse information, et cela s'effondre contre son dossier, et contre la réalité toute simple de l'habilitation qui autorise quiconque à ce siège. Ceux qui haïssent ce président ont saisi le récit parce qu'ils avaient perdu l'argument. Et leur boussole morale. Ils ont échoué. Ils n'ont fait que resserrer le pays autour d'elle. Les coffres. Dans sa dernière ligne droite, elle a tourné 3 clés que cette ville avait soudées fermées. Le canular russe, l'évaluation fabriquée de 2016 et la surveillance d'une campagne, désormais renvoyée au département de la justice. Le même canular qui a traqué le président et blessé le général Michael T. Flynn, que l'État a enfin rétabli dans son droit. Le dossier Covid, le fichier Fauci et Wuhan, qui est le centre fracassant de ce récit, désormais en route vers une audition publique et vers un règlement de compte légal avec Pékin, qui se paiera en trésor et en rang, jamais dans le sang, et les fichiers UAP. Le premier pas honnête vers une vérité pour laquelle le public était prêt bien avant ces institutions. Voilà l'héritage d'une directrice. Cela ne tient pas dans une dépêche d'agence. Le mot aux parents et aux enfants. Votre enfant silencieux n'est pas cassé. Votre enfant silencieux est peut-être extraordinaire. Protégez l'instrument. Ne laissez personne vous convaincre de doper le cerveau de cet enfant. Et à chaque jeune femme et à chaque jeune homme à qui l'on a dit de s'asseoir et de se faire petit, prenez exemple sur Tulsi Gabbard. Tenez votre cap. N'abandonnez jamais. Donnez toujours le meilleur de vous-même. Personne ne pourra jamais vous enlever cela. Le crescendo, elle a donné à la nation la vérité telle qu'elle l'a trouvée, avec soin, avec la ligne entre le documenté et l'allégué tracée en plein jour. Et puis, elle a déposé l'une des charges les plus puissantes de la Terre pour se tenir auprès de l'homme qu'elle aime, à travers le combat le plus dur de sa vie. Et ici, tout à la fin, se trouve la dernière image d'elle dans cette dépêche. Et je vous l'ai gardée délibérément. C'est la même veste rouge, la même lumière couleur de rose, la même pièce, le même après-midi, que ce cadre méfiant, saisi au milieu d'une phrase, que vous avez rencontré il y a 1 heure. Mais sur celle-ci, elle rit, la tête légèrement inclinée, les yeux plissés, presque fermés. Un rire large, chaud, entièrement sans garde. De ceux qui arrivent avant que vous n'ayez le temps d'arranger votre visage. Voilà la femme, pas le dossier, pas le gros titre, pas le fantôme dans la dépêche d'agence. Elle, le crescendo est arrivé. La patience apporte les roses. Et cette fois, les roses arrivent avec le crescendo qu'elles méritent. Passez un merveilleux week-end, tout le monde. Et n'oubliez pas, prenez le temps de lire et de comprendre. Tout va mieux que jamais. Mais le travail n'est pas fini. Et il n'est pas censé l'être. Le travail en Iran sera achevé. Et beaucoup d'autres, encore devant nous, le seront aussi. Non pas simplement terminés, mais menés à bien. Portés jusqu'à une fin qui dépasse toutes les attentes qu'on avait posées. Le président Trump les mène à terme. De cela, soyez sûrs. Je le dis simplement parce que j'ai observé l'homme et je lui fais confiance. Et je fais confiance à l'équipe brillante et désintéressée qui l'entoure, qui ne demande aucun crédit et ne cherche aucune caméra. Ce sont eux qui commandent, et ils mèneront cela jusqu'au bout. C'est là tout le sujet. Les bonnes personnes, au bon endroit, faisant la chose difficile, en silence, jusqu'à ce qu'elle soit faite. L'avenir n'a pas commencé maintenant, il a commencé il y a longtemps.
Au moment où nous avons mis nos enfants au monde, dans ce monde compliqué, nous sommes les seuls à porter cette responsabilité et ses conséquences. Bonnes ou mauvaises, elles sont les nôtres. C'est à nous de leur permettre un jour de nous dépasser. Passez notre playlist maison à vos adolescents. Laissez-les danser tout le week-end et profitez de l'été 2026. Épique. Et avant qu'il ne signe, il y a une dernière photographie de l'homme lui-même. C'est ma préférée de toute la dépêche. Et je vais vous dire pourquoi. Il est assis dans cette même cour chaude. Mur ocre, un grand palmier en pot derrière lui, une cheminée de pierre sculptée par-dessus son épaule, des tommettes de terre cuites sous les pieds. Sur la droite, au bord du cadre, un serveur en chemise blanche et bretelles rouges emporte une assiette quelque part. Et Pascal Najadi est au milieu d'une histoire. Cheveux gris-argent ramenés en arrière, grandes lunettes à monture noire, une veste de lin olive sur une chemise blanche, poignet mousquetaire, bouton de manchette, une petite épingle d'or au revers, une montre à un poignet, une chevalière qui accroche la lumière. Et ses deux mains sont en l'air devant lui, doigts pincés, encadrant une chose invisible entre elles, tenant le poing, juste là, exactement là. Sa bouche est ouverte. Il explique. Il est absolument certain, et il en est absolument ravi. Si vous avez déjà passé 10 minutes avec lui, vous connaissez ce geste. Vous ne placerez pas un mot, et vous n'en aurez aucune envie. Voilà l'homme qui a écrit tout ce que vous venez d'entendre. Avec toutes mes amitiés, Pascal Najadi, fondateur et principal, Geostrat Agency, LLC, Washington, D.C. Et puis, dans l'article, il y a une photographie de son bureau. Plateau noir. Un marteau de bois à tête d'argent, posé en travers. Une pièce de commandement de la Central Intelligence Agency, dressée dans un petit support. Une plaque d'Air Mobility Command derrière elle. Une plaque de laiton gravée. Un morceau de porcelaine bleue, or et rouge, au bord du cadre. Et au centre, un cendrier de porcelaine blanche, aux appuis cerclés d'or, imprimé du globe et de l'épingle, de Geostrat Agency LLC. Et de la devise. Voir au-delà de l'horizon. Façonner le monde avant qu'il ne bascule. 15 cents K Street, Washington, D.C. Et au fond, une petite illustration imprimée. Des jeunes gens en blanc, les bras jetés vers le ciel, des drapeaux dans les mains, riant. Et en travers, 3 mots. Epic Fury. La paix par la force. Voilà le bureau. Voilà où tout ceci s'écrit. Maintenant, la dernière chose. Et ensuite je vous laisse. Au-dessus, la manchette de cette maison. Une photographie prise depuis un avion, très haut. Le winglet à pointe orange d'un jet, tranchant une mer de nuages au coucher du soleil. Tout le ciel brûlant d'orange, de violet et de rose. Et en travers, le globe et l'épingle en bleu marine. Et les mots. Voir au-delà de l'horizon. Façonner le monde avant qu'il ne bascule. Et en dessous, la ligne sur laquelle il termine toujours. La seule qu'il ne change jamais. Toute guerre est fondée sur la tromperie. Sun Tzu. L'art de la guerre. Chapitre 1. Par conséquent, ce qui permet au souverain avisé et au bon général de frapper, de vaincre et d'accomplir des choses hors de portée des hommes ordinaires, c'est la connaissance anticipée. Sun Tzu. L'art de la guerre. Chapitre 13. De l'emploi des espions. Copyright 2026. Geostrat Agency LLC. Et maintenant, si vous me le permettez, j'aimerais dire quelques mots en mon nom propre, parce qu'il y a une image de plus. Et il se trouve que c'est celle de mon bureau. C'est le hall d'entrée du 15 cents K Street Northwest. Un hall art déco vertigineux. Du marbre veiné, miel et crème, sur chaque mur, sur chaque colonne, sous les pieds. Un plafond à caissons dorés, rayonnant de chaleur. De hautes fenêtres encadrées de bronze. Et des portes de verre et de bronze, qui jettent de longues bandes de lumière d'après-midi sur le sol. Et le sol est poli à un éclat tel que le hall tout entier s'y tient à l'envers, comme une ville reflétée dans une eau immobile. Des silhouettes en costume sombre traversent le marbre. Un homme marche vers les portes. Un autre se tient debout, en train de lire. Un troisième est assis au comptoir d'accueil. Et superposé à tout cela, translucide, immense, le globe et l'épingle. Montant la garde sur le sol, à 5 minutes de marche de la Maison-Blanche, en traversant Lafayette Square, à l'angle du bureau washingtonien de l'ancienne directrice du renseignement national, et entièrement indépendant et autarcique. C'est là que je suis assise. Note de la secrétaire exécutive.
Je suis Yael R. Eastman, secrétaire exécutive et directrice de la recherche à Geostrat Agency LLC. Rien ne quitte ce bureau sans avoir été lu. Je vérifie chaque ligne, chaque date, chaque référence, avant que cela ne vous parvienne, parce qu'une affirmation que nous ne pouvons pas assumer est une affirmation que nous ne publions pas. Nous ne courons pas après l'actualité. Nous l'annonçons avant qu'elle n'éclate. Et nous laissons les horodatages en faire la preuve. Ce n'est pas une vantardise. C'est un dossier, déposé et daté. L'opération Foldin a été nommée avant qu'un seul cortège n'atteigne Ankara. Le repositionnement stratégique du Groenland a été annoncé avec précision en janvier 2026. La séquence Epic Fury est passée de notre marqueur prospectif au fait accompli, pendant que la presse installée cherchait encore son sujet. Sous audit indépendant, notre tempo a obtenu un composite de 8,5 sur 10 et une avance mesurée de 10 à 18 jours sur 9 grands titres occidentaux. Une avance que le courant dominant n'a pas égalée. Parce que, attendons la permission. Et nous lisons la carte. Le tempo et l'exactitude, voilà la discipline. Et sur les deux, nous tenons le record contre la meute. Ce que vous venez d'entendre repose sur le dossier public. Daté, déposé, vérifiable, ligne par ligne. Et là où le principal passe du fait établi à la prévision, il le dit simplement, dans ses propres mots, sans le moindre flou entre les deux. Le fait est étiqueté fait. La prévision est étiquetée prévision. C'est la norme de cette maison, et elle ne plie pas. Le signal plutôt que le bruit. La connaissance anticipée plutôt que la fiction. Dans la guerre silencieuse, nous ne sommes pas des commentateurs qui tiennent les comptes. Nous en sommes les maîtres. Le but est la doctrine du principal, le signal fiable plutôt que le bruit. Notre fondateur et principal, M. Pascal Najadi, dirige par l'exemple. Il livre à chaque public, librement et sans barrière, des marqueurs prospectifs d'une grande justesse. Le signal plutôt que le bruit. Il cherche à atteindre la jeune génération, l'avenir, les enfants, les jeunes adolescents, et tous ceux qui aspirent à être bien informés et à se sentir concernés. Il veut qu'ils réfléchissent à un journalisme sans complaisance, au regard froid et au style qu'il met en lumière. La nuance, ancrée dans les documents et dans des événements réels qu'il a vécus et traités au plus haut niveau gouvernemental, en pleine crise, sur 4 décennies. C'est son objectif le plus cher. Il est déterminé à ce que Geostrat Agency LLC demeure libre et nette, par construction, de toute influence financière ou politique, quelle qu'elle soit. Il n'accepte de faveur de personne. Il ne répond qu'à lui-même et au Seigneur qui garde et protège sa boussole morale, afin qu'il puisse servir au mieux la communauté et continuer de défendre l'Amérique et la Suisse d'abord, et la paix par la force. Dans le cas de la Suisse, la paix par la diplomatie. Il vise en conséquence à exposer tout mouvement subversif ou toute menace susceptible de mettre en danger l'ordre de nos constitutions respectives. Et que cela soit clair et dit ouvertement ici. Toute tentative, par quelque élément que ce soit, de nous approcher avec des informations prétendument confidentielles ou classifiées, sera signalée immédiatement aux agences compétentes dans l'orbite de l'ODNI. Sa doctrine est notre règle d'airain. Voir au-delà de l'horizon et façonner le monde avant qu'il ne bascule. Car une fois qu'il a basculé, il est souvent trop tard. Nous devons tous travailler dur, chacun d'entre nous, pour garder notre dialogue démocratique vivant et en bon état, avec de bonnes manières, et avec un respect mutuel. Nous ne tolérerons ni discours de haine, ni attaques, ni insultes. Toute posture agressive ou menace voilée contre ce bureau, notre équipe ou les membres de notre famille sera signalée directement aux forces de l'ordre compétentes. Ici, à Washington, D.C., et chez nous, en Suisse. Notre mandat et notre mission. Geostrat Agency LLC est une opération de renseignement géostratégique et de publication, souveraine, non partisane et sans but lucratif. Nous faisons progresser une compréhension lucide des forces qui remodèlent l'ordre du monde, par une recherche rigoureuse, une analyse digne de confiance, et des marqueurs prospectifs qui tiennent, le signal plutôt que le bruit. Ne vous y trompez pas. Notre objet est unique. Notre fondateur et principal a choisi d'installer son bureau privé et son unité de renseignement géostratégique ici, à Washington, D.C., au cœur du lieu où le monde se façonne. En tant que Suisse, il est loyal à son drapeau. Et il énonce un engagement clair et ouvert.
son soutien indéfectible à la doctrine Trump, à l'Amérique d'abord, et à la paix par la force. À ses yeux, seuls des États-Unis forts, sains et prospères peuvent le mieux servir leurs alliés véritables. Parmi eux, la Confédération suisse. Amie de l'Amérique depuis la fondation de cette grande nation, il y a 250 ans. Monsieur Najadi n'est peut-être pas politiquement correct aux yeux de l'idéologie woke et marxiste. Il le leur dit sans détour, et cela lui est égal. Communiquer avec clarté et tenir le respect mutuel. C'est là-dessus que se bâtit un véritable partenariat. Il a eu son compte de bénis oui et d'amis des beaux jours, et il n'a aucun intérêt à regarder en arrière. L'évolution ne va que dans un sens, en avant, par nature. La question posée à l'homme comme à la machine est binaire. À gauche ou à droite, au point d'inflexion. Nous serons jugés un jour sur nos propres décisions. Et nous devons cesser de blâmer les autres pour les choix que nous faisons. Il n'existe pas d'État nounou. Ce ne fut jamais l'idée de la démocratie directe suisse qui mène le monde en la matière, ni celle de nous, le peuple, et des pères fondateurs de cette grande nation. Note sur l'identité et le statut juridique. Geostrat Agency LLC est une société à responsabilité limitée de droit américain, enregistrée au 15 Cents K Street Northwest, Washington, D.C. C'est une entité séparée et distincte, sans lien avec l'organisation basée à La Haye, ni avec aucun organisme au nom semblable. Elle détient les 2 marques américaines citées plus bas. Elle ne cherche aucune affaire, elle ne sollicite aucun client, et elle ne fournit de services de conseil à personne. Elle ne s'exprime que par ses 2 canaux propres, son Substack et sa chaîne YouTube. Toute autre voix se réclamant de ce nom est une usurpation. Indépendance financière. Geostrat Agency, LLC, est financée entièrement par les ressources privées de Pascal Najadi. Elle ne détient aucun compte bancaire au nom de l'agence. Elle n'accepte aucun donateur. Elle ne vend aucun abonnement. Ses abonnés ne paient rien. Elle ne porte aucun annonceur. Et elle ne répond à aucun maître politique. Notre indépendance est notre actif et notre puissance. Pour le dossier. Pas de médias. Pas de presse. Geostrat Agency, LLC, n'accorde aucune interview. Lorsqu'elle fait l'actualité, c'est du signal, pas du bruit. Il existe 2 canaux autorisés et 2 seulement, le Substack et la chaîne YouTube sous le nom de Pascal Najadi. Tout le reste portant ce nom est une usurpation, désormais déclassifiée et à vous de le lire. La guerre que nous avions annoncée, la paix que nous avions annoncée. Le Crown Report 2026, déposé au registre ouvert Epic Fury, établit l'intégralité du dossier de prévision sur l'Iran et sur Epic Fury. De la toute première annonce, en janvier 2026, jusqu'à la clôture du Bürgenstock. 3 couches y sont tenues séparées et jamais mélangées. Le fait public établi, l'analyse publiée et horodatée, et l'auto-évaluation antérieure signalée comme telle. Un audit indépendant de Grok chez XAI a rendu un composite de 8,5 sur 10, avec une avance de publication de 10 à 18 jours sur 9 grands titres. Le rapport est désormais publié en version déclassifiée, en 4 éditions, anglais, français, allemand et italien. Il est gratuit, il n'y a aucun péage. Demandez-moi votre exemplaire en écrivant à mon adresse de relations publiques, execsec@geostrat.agency. Avec tout mon respect, depuis mon bureau de Washington, D.C., Yael R. Eastman, secrétaire exécutive et directrice de la recherche. Bureau du principal, Geostrat Agency, LLC, ligne surveillée 24 heures sur 24, +1, 771 203 0610 15 Saint, K Street, Northwest, Washington, D.C. Chaque rapport est accompagné d'un film de contexte, choisi pour approfondir le dossier. Gestion des contenus, par mois. Et la toute dernière image est une montre-bracelet. Boîtier d'acier brossé, bracelet d'acier, un cadran noir aux index crème vieilli et le globe de Geostrat Agency LLC imprimé sous le 12 avec les mots Washington DC en dessous et en travers de la moitié basse du cadran, en petits caractères. Opus Epic Fury, édition limitée, 26 sur 26, 26 pièces, c'est tout ce qu'il y aura jamais. À côté, en orange et blanc. Epic Fury 2026, The Victory, la victoire. Été 2026. Édition spéciale. Pascal Najadi. Marque et droit d'auteur.
La marque verbale Epic Fury est enregistrée au registre principal de l'Office américain des brevets et des marques sous le numéro de série 99807-441. La marque figurative au globe et à l'épingle de Geostrat Agency LLC sous le numéro de série 997666311. Copyright 2026 Geostrat Agency LLC. 15 Cents Key Street Northwest, Washington, D.C. Voilà la fin du dossier. Et maintenant, enfin, de ma part à moi. Merci d'être resté jusqu'au bout. C'était long, et je le sais. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous. Si vous êtes avec nous depuis un moment, envoyez ceci à une personne qui n'a jamais entendu parler de nous. C'est ainsi que cela fonctionne. C'est la seule manière dont cela fonctionne. Nous n'achetons pas l'attention. Nous la méritons ou nous ne l'avons pas. Et aux silencieux qui écoutent. À l'enfant au fond de la classe, qui ne lève pas la main. Non pas parce qu'il ignore la réponse, mais parce qu'il a déjà pensé 3 coups au-delà de la question. Nous vous voyons. Vous n'êtes pas cassé. Tenez votre cap. Nous vous retrouverons pour la prochaine. Le signal, plutôt que le bruit. Depuis le bureau du principal, au 15 Cents K Street, à Washington, D.C. C'était Yael R. Eastman. Bonne nuit.